bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, on est aujourd'hui avec André Gilloire et Lucien Massé, qui représentent l'association ORPB de Plumard-Baudou. Et donc, il y a également Valentin de Rouet et moi-même qui sommes en IAI3 à l'ENSAT. Et évidemment, la régie, on n'oublie pas. Est-ce que la cam régie? Oui. Bonjour la régie. Ah, je crois qu'il y a peut-être le cadrage sur celle-là, je pense qu'on pourrait le revoir. L'opérateur Ouais. n'a pas fait son travail. Ouais, donc on va pouvoir présenter quand même nos invités d'aujourd'hui, qui sont quand même des gens très importants dans le Trégor et dans l'histoire, on va dire, des télécommunications de Lannion. On a en face de moi, on a André. André qui est rentré en 77 au CNET, du coup, donc au Centre d'études nationales de télécommunications de Lannion, donc à l'époque des PTT, et qui a travaillé dans le traitement du son, parole, etc., comme spécialiste du signal et en acoustique. Aujourd'hui retraité, mais quand même eu, comment dire, encadré beaucoup de thèses et aussi dirigé des thèses, car lui-même était doctorant. Et on a retrouvé une archive de vous en 1989, quand vous avez publié voilà, un document en votre nom. Alors, voilà, c'est vous en 1989. Et vous vous présentez, du coup, voilà, comme j'ai pu le faire, comme doctorant, donc fraîchement arrivé au CNET. Donc là, à cette époque-là, c'était il y a une cinquantaine d'années. Les photos étaient en noir et blanc, évidemment. Moi, j'ai une question à vous poser quand je vois ça. C'est à cette époque-là, la recherche, à quoi pouvait ressembler en fait par rapport à aujourd'hui? Alors en fait, à l'époque, le CNET était un véritable centre de recherche. Et donc on faisait des recherches à, mettons, moyen terme, moyen long terme Mm. même, assez fondamentales dans le domaine dans lequel je travaillais, hein, sur le traitement de la parole et du son. Et évidemment, ça a évolué depuis, puisque une grosse partie de cette recherche est passée à Mm. l'université ou dans des laboratoires spécialisés. Et maintenant, à Orange Innovation, qui a succédé au CNET après différentes appellations, est devenu plutôt un centre de développement pour Mm. Orange, quoi, Mais pour il faut l'opérateur encore dans les Orange. sujets que vous avez traités il y a une cinquantaine d'années, ils sont toujours dedans Euh, peu, moins. beaucoup Ouais, moins. beaucoup moins. Et il y a vraiment très peu de monde qui Mm. travaille Mm. encore. Mais c'est plutôt, par exemple, pour des certifications de terminaux sur des qualités acoustiques de terminaux, des choses comme D'accord. ça, quoi. Ok. Voilà. Ok. Très bien. Je vais pouvoir laisser Arthur. Et donc ensuite, nous avons donc Lucien Massé, tu es secrétaire de l'ORPB. Concernant tes études, tu as réalisé tu as fait une classe préparatoire, tu as été admis à l'ENAC, mais malheureusement, tu n'as pas pu entrer dedans. Euh, Ensuite, donc, tu as suivi la formation de technicien PTT. Oui, Tu es entré au CNET en 1968, oui, et donc tu as travaillé sur les sujets de la cryogénie et de oui, la supraconductivité, puis sur la fiabilité des composants. oui. Et ensuite, tu as travaillé sur les techniques analogiques pour le traitement de la parole. Puis, tu as réalisé des études de laboratoire en transmission optique. Donc, laser fibre, amplification optique et caractérisation des fibres. Et également de mesures sur équipement avec Corvis. Est-ce Corvis, que Corvis Algetti à l'époque, oui. ah oui. Oui. Est-ce qu'à l'époque vous vous croisez dans les bureaux? C'était déjà. Est-ce que c'est une relation dire de longue date que vous avez entre vous deux? Ah oui, je pense. Oui, bah justement, lorsque je suis arrivé au CNET, en fait, je suis arrivé un peu avant 77, parce que en 77, j'ai soutenu ma thèse, mais Mm. j'avais travaillé déjà avant, quelques années, comme thésard. Et donc, j'ai travaillé avec Lucien. Ça devait être même, je crois, avant 77. On avait commencé, ou autour de cette année-là, on avait travaillé sur un problème d'évaluation de la qualité de la parole codé par des systèmes de codage numérique. Et on avait monté une manip absolument incroyable avec un bricolage de génie, Mm. des composants de récupération, mais ça a remarquablement marché. Et c'était la première fois d'ailleurs qu'on refaisait ce genre de mesure pour la mesure de la qualité de la Mm. parole. Oui, je me souviens, oui. Donc On, on se on faisait connaît depuis un longtemps. changement de fréquence. On passait dans un filtre étroit à fréquence autour de 100 kg pour redescendre après. Oui, c'était une manip assez compliquée, mais qui marchait très bien. Bah, et aujourd'hui, si on vous invite, c'est d'abord parler aussi de l'ORPB, parce que vous êtes aujourd'hui secrétaire et président de l'Observatoire radio de Plumard-Baudou.
donc, qui a repris l'antenne de PB8, donc Plumeur Baudou 8, qui est on va dire, le dernier vestige fonctionnel du centre de télécommunication spatiale de Plumeur Baudou, parce qu'il ne reste plus grand-chose aujourd'hui. Donc oui, vous êtes une petite équipe d'une dizaine de personnes sur Plumeur, de passionnés. Oui. C'est vrai, oui, des passionnés. Il faut être passionné pour faire ce genre de Oui. choses. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez une actualité quand même assez forte, c'est par rapport à la mission Artemis. Ouais, Voilà. Ah oui, là, On aura l'occasion d'en parler plus tard dans l'émission, mais voilà, pour l'introduction en tout cas de nos deux invités ce soir, où on est très fiers de pouvoir en parler. Voilà, on a par exemple là, quelques photos d'archives du CNET de Lannion, donc à l'époque quand Pierre Marzin a débuté et a ordonné la construction sur le site du plateau de Pégase, quoi. Donc là, il y a très peu de bâtiments encore de construits. Il y a la tour hertzienne, mais c'est tout ce qu'il y a. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres photos qui peuvent... Ouais, voilà, bon, on a aussi 2-3 autocoms, parce que bon, à Lannion, c'est comme pour ça, c'est connu, hein, c'est les liaisons analogiques, tout ce qui était réseau Transpac et autres. Ouais. Alors, en fait, ce que vous voyez là, je crois que c'est le premier Ouais, c'est central numérique qui a été Ouais. construit dans le monde même. Hein. C'est C'était ça, très exactement. très innovant. C'est le central E10, je crois. Oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Et c'est donc le c'était visuel. un central expérimental, mais qui a Ouais. remarquablement marché. Ben, j'allais vous demander justement Voilà. si vous avez la référence. Et oui, en effet, c'est le prototype Platon. Donc, Ouais, voilà, pour, c'est le Platon, prototype Platon. Ouais. pour prototype les données d'autocommutateur, le téléphonique à organisation numérique. Donc les anagrammes chez Orange, même 50 ans après, c'est toujours le cas, je vous rassure. Et c'est quelle année ça? J'ai un peu oublié. J'ai pas noté. Et ben, C'est la fin des années 70. oui, voilà, c'est ça, Ouais, tout je début des 70. Oui, déjà, les photos sont en noir et blanc. Je crois qu'il y a d'autres photos encore, si on peut passer assez rapidement sur le... Ouais, voilà, donc là, c'est en couleur, c'est déjà un peu mieux. On est, je pense, à la fin de la fabrication du site, construction du site. Ouais. Bon, on peut continuer. Voilà, d'autres photos encore de l'autocom. Et je crois qu'on a une photo avec Pierre Marzin, voilà. Ouais. Donc, qui est l'initiateur du CNET à Lannion, hein, qui a fait venir tous les intellectuels d'ici les Moulineaux. À l'époque, le CNET était sur Paris et qui a migré sur Lannion. Enfin, il n'a pas migré entièrement, pardon. Il a Oui, il migré y a en eu, partie. bien sûr. Il y a des nouveaux services qui ont été créés à Lannion Oui. et qui est d'ailleurs plus avancé, on peut dire, au point de vue recherche. Il y a plus fort sur la recherche. Et la venue du CNET à Lannion, ça a également vraiment boosté le Trégor au niveau économique, au niveau C'était le départ de tout ce qu'il y a eu par la suite. emploi. Après, Ouais, c'était- c'était énorme, quoi. Surtout qu'en plus, il y avait juste à côté Alcatel, donc c'était deux puissances gigantesques dans un, comment dire, Ouais, ouais. dans un lieu où il y a 20 000 habitants. C'est... C'était pas encore Alcatel tout à fait. C'était la Société nationale C'était lannionnnaise la d'électronique, la SLE. SLE. Ah oui, Et alors, il n'y avait pas que Alcatel. Bon, Alcatel était la plus grosse, mais il y avait aussi Nokia. la Sagem, qui était devenue la Sagem, SAT. ouais. Et il y avait aussi TRT, Ouais. qui est une société aussi d'électronique qui travaillait d'ailleurs pas mal avec les militaires. Et donc, il y avait un pool de sociétés qui se sont développées avec des unités de recherche Oui. et de production aussi. donc toutes ces entreprises-là se parlaient et en fait, vous travaillez en quelque sorte ensemble aussi sur des sujets, j'imagine. Oui, enfin moi personnellement j'ai travaillé un peu avec TRT Ouais. et aussi avec Alcatel, mais Et c'est vrai. avec un laboratoire qui était dans la Ouais. région parisienne. Mais il y avait des contrats de Oui, de forcément. développement avec ces entreprises. Ouais. Ouais. Si je prends l'exemple du CTS, par exemple, on a une présence assez forte quand même de Thomson CSF, hein, qui a quasiment fabriqué toutes les ouais, pour les antennes et équipements, les ouais. amplis, etc. Ouais, enfin, a fabriqué une partie des équipements. Hein. Ouais. Les antennes ont été fabriquées par Nerpic Framatome, Mm. qui était à l'époque une société très importante dans la région de Grenoble et qui était compétente pour faire Ouais. des structures, des grosses structures métalliques. Bon, on aura une petite aussi interlude sur le CTS tout à l'heure. Alors maintenant, je pense que on peut vous présenter donc le reportage sur France 3 Ah oui, qui bien sûr, a oui. été diffusé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Voilà. Qui a été fait sur vous, sur le RPB. Elle pourrait s'envoler vers la Lune en mars prochain. La capsule Orion disposerait en tout cas de plusieurs fenêtres de tir favorables. Et pour observer la mission spatiale pilotée par la NASA, l'observatoire radio de Plumeur-Baudou, dans les Côtes-d'Armor, sera mis à contribution. Pour la plus grande fierté de ses bénévoles, l'équipement a été sélectionné pour réaliser des mesures scientifiques. Gilles Lemorvan et Fabrice Leroy nous expliquent.
C'est un petit coin de terre où des passionnés de sciences et d'astronomie vont bientôt s'offrir une tranche d'adrénaline et de plaisir. Pleumeur, Baudou, Côte d'Armor, ici sous l'antenne PB8 de l'ancien centre de télécommunications. Ces ingénieurs à la retraite sont à l'échauffement, en train de récupérer le signal d'un satellite. Donc là, on est pile poil sur la balise du satellite Skynet 4C. Et ça nous permet aujourd'hui de tester ce qu'on aura à faire bientôt sur la capsule Orion. Et on aura des signaux pratiquement avec cette puissance-là similaires. Parce que dans quelques jours, ils vont entrer dans une autre dimension, en collaborant cette fois à un programme de la NASA, Artemis 2. Ici en Floride, le lanceur et son vaisseau sont dans les starting blocks pour un vol habité vers la Lune, où l'homme n'est plus allé depuis 1972. Mais cette mission va donc durer une dizaine de jours, va emmener donc une équipe de 4 astronautes autour de la Lune, sans déposer les astronautes sur la Lune, et qui va donc ramener la capsule sur la Terre, bien sûr, au bout de ce voyage. Et dans 2 ans, une autre mission pourrait déposer cette fois les hommes sur la Lune, avec derrière un objectif plus vaste encore. Le but est donc de créer à terme une base permanente sur la Lune qui va servir de relais pour une mission interplanétaire future vers Mars notamment. Pour suivre le vaisseau et collecter des données qui permettront de corriger si besoin sa trajectoire, la NASA n'a sélectionné que 34 sites au monde, un seul en France. Pour nous, c'est un couronnement, on peut dire, de tout ce qui a été fait depuis maintenant presque 20 ans. Cette antenne, elle fait partie du patrimoine de l'époque. C'est la zone des télécommunications ici en Bretagne. Donc nous, on la tient à bout de bras pour la faire vivre encore. Le vaisseau spatial devrait partir pour la Lune début mars. À Pleumeur-Baudou, nos bénévoles sont fin prêts. Ils n'attendent plus que le compte à rebours. Alors donc, pour vous aujourd'hui, Quoi? Non mais c'est bon, tu peux y c'est aller. bon, Ouais, pardon. pas de souci. donc pour vous aujourd'hui, Pleumeur-Baudou, est-ce que c'est plus un site historique ou un site scientifique actif? À qui vous posez la question? Bah, à vous deux en fait. Vous paraissez. Oui, enfin, je peux dire commencer à répondre. Oui, enfin, c'est à la fois un site historique et un site où il y a encore une activité. Ouais. Mais alors, il faut savoir que sur le site du CTS, il y a d'autres entreprises. Enfin, il y a des entreprises dans différents domaines, puisque donc la communauté urbaine de Lannion, Lannion-Trégor a racheté le site en 2006 et a depuis créé ce qu'on appelle une espèce d'hôtel d'entreprise, si Un on veut. technopole, oui. Avec une technopole, oui, Mm. un technopole plutôt, avec donc des activités de différentes sortes. Il y a même eu un cabinet médical pendant un certain temps, etc. Et donc nous sommes une activité parmi d'autres, mais qui n'a pas un caractère professionnel, hein. Mais il y a d'autres choses. Mais donc c'est une activité qu'on peut dire à caractère technique et scientifique, oui, qui maintient l'esprit de l'activité Oui. qu'il y avait sur le lieu Historique. du centre de télécom spatial. Ouais. Bah, c'est ça qu'on aura l'occasion tout à l'heure de parler du CTS. Donc, je ne vais pas m'étendre plus que ça dessus, mais c'est vrai que c'était un lieu quand même où il y avait une masse salariale très importante et aussi des recherches et un site très sensible aussi pour la France et qui a eu des prouesses technologiques très importantes. Mais ça, on pourra en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, l'ORPB donc, compte une vingtaine d'adhérents, c'est ça? Si on avait 20, on serait assez content. En fait, on est moins d'une quinzaine. Moins d'une quinzaine. Moins d'une quinzaine, c'est ça. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'ORPB fait concrètement en fait? Sur quel champ d'action elle intervient? Alors, sur différentes choses, mais en fait, tout est basé quand même sur l'utilisation de l'antenne PB8, qui est un instrument intéressant, hein. Vous avez repris en Et- 2007, pardon. Oui, on a créé l'association Observation Radio Pleumeur-Baudou, donc en avril 2007, je crois, avec un groupe de gens qui sont un peu les fondateurs, dont Lucien fait partie d'ailleurs. Et donc, au départ, en fait, nous voulions faire de la radioastronomie. Enfin, nous avions fait le focus sur la radioastronomie. Et puis, nous avons mis pas mal de temps à mettre l'antenne PB8 à niveau pour pouvoir l'utiliser
dans le domaine de la radioastronomie. Oui, parce que déjà, ça tout le faisait domaine. une dizaine d'années qu'elle était inactive déjà. Oui, enfin, ça s'est arrêté autour de l'an 2000. Oui, c'est ça, Le ouais. centre de télécom Ouais, et spatial a arrêté de. Et c'est pas fini, on n'a pas fini de la mettre en œuvre. Oui, oui, il reste encore de pas mal de travail à faire. Mm, mm. Et donc, après, on a dévié, enfin ça, on en parlera peut-être un peu plus après, on a dévié. Enfin, on a aussi abordé d'autres activités, dont par exemple la communication par réflexion sur On la a des Lune. photos. Et voilà, et donc, Si on a le diapo. qui nous a permis d'ailleurs de progresser pas mal dans Mm. un certain nombre de fonctionnalités qui nous permettent de bien gérer l'antenne. Et Ouais. puis des activités liées aussi à des collaborations avec Ouais. des lycées, etc. Et Dont des- l'ENSAT qui est venu aussi il y a une quinzaine d'années maintenant, c'était quasiment 2010-2011, des étudiants de l'ENSAT qui étaient Oui, en SMUR. effectivement, il y a eu des stages, des groupes d'étudiants. Enfin, Ouais. c'était plutôt des projets qui étaient faits dans le cadre de l'ENSAT, mais les étudiants venaient aussi à Plumeur. Et donc là, c'était On est- pour nous aider à développer justement le système de pilotage de l'antenne, enfin le moderniser parce qu'il n'était pas adapté, quoi. Mm, mm. Là, on voit d'ailleurs alors, quelques photos de l'EME que j'ai trouvé de 2014. Donc, c'est un événement Earth Moon Earth qui en fait voilà une communication. J'ai d'autres photos d'ailleurs qui expliquent techniquement ce que ça fait. Bon, voilà, Et là, on a quand même 200 personnes qui sont venues à cet événement-là. enfin, Du monde entier. Hein. Oui, c'est 100 ça. Un peu, 100 personnes, enfin un peu plus de 100 personnes. Hein, c'était pas 100, 120. 120. Enfin, 100, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà, on a une Ouais. belle photo là, Ouais. Ouais. d'ailleurs de vous aussi, là, avec Lucien en haut à gauche. Ah oui Où est-ce que vous avez trouvé Ah, on a fait des recherches très profondes pour pouvoir les trouver, celles-ci, parce que c'est pas simple d'avoir des archives sur ce qui s'est passé. Et voilà, la photo récemment faite par Ouest France avec l'antenne Oui. sur le site du CTS. Donc là, c'est en 2014. Ouais, donc, voilà, et le protocole EME expliqué par une des diapos faites par André d'ailleurs. Bon, en fait, c'est un système d'écho. Hein, voilà, on envoie un signal, on attend le retour et on essaie de. Mais c'est un exercice extrêmement difficile. Oui, voilà, parce qu'il faut arriver à ces questions de timing et d'angle très précis. Quoi. Et puis aussi, le la Lune signal. est très très loin et nous avons une puissance d'émission qui est limitée réglementairement, mais qui est à 100 watts. Mais nous utilisons un émetteur, enfin, nous avons utilisé jusqu'à présent un émetteur de 10 watts. Oui, voilà, c'est ça, de 10 watts. Donc, imaginez que la puissance qui revient de la Lune est infinitésimale. Bon, on peut même la dire, c'est 0,008 milliardième de watts. C'est ça, C'est ridicule. Ouais, vous connaissez les dB, c'est au-delà de 200 dB hein, de bilan. Donc ouais, c'est- donc c'est impressionnant que vous ayez réussi. En tout cas, ça a intéressé beaucoup de monde. C'est une des il y activités. a quand même 1000 personnes sur Terre qui font ça. Hein. Oui. Et pas avec une 13 mètres. En France, En vous êtes France, les pas seuls. mal. Non, Ouais. non. Ah non, de l'EME en France, il y a... Alors, on en connaît beaucoup. C'est d'ailleurs des personnes qui nous ont conduits à faire cette expérience-là. Mhm. Qui nous ont aidés. Qui nous ont aidés, ouais, oui. Et qui sont toujours là d'ailleurs à nous aider. Mais en France, je ne vous dirai pas combien, mais alors c'est compliqué parce que sans trop rentrer dans le détail de l'EME, il y a plusieurs bandes Mhm. qui sont normalisées pour le monde entier. Parce que quand vous émettez sur la Lune, plusieurs personnes ailleurs dans le monde peuvent vous recevoir Bien et sûr, faire ouais. des contacts avec vous. Recevoir son propre écho, c'est déjà difficile. Après, il y a des bandes, on a commencé il y a beaucoup d'années en VHF. Après, il y a des EHF. Maintenant, on est monté. Il y a des gens qui font aujourd'hui des échos lunaires en 24 gigas et 72 gigas. D'accord. Oui. Là, on est à 5760. Voilà. Et donc, après, il faut gérer le Doppler. C'est compliqué. Enfin, bon. Oui, puis c'est aussi des conditions météo à avoir. Météo joue Non, pas trop. non. C'est la précision de pointage d'antenne. D'accord, ok. Ouais. Pour nous, parce qu'on a une grande antenne et il faut être précisément sur le centre de la Lune. Oui. Les grandes antennes arrosent un peu à côté. Donc, c'est plus facile à... Pas les petites antennes plutôt. Les petites, pardon. Oui, parce Les que petites, Elles ont un angle. de ce que je sais, c'est que vous êtes la seule antenne, en tout cas dans un statut associatif, à avoir comment dire, une parabole de 13 mètres. En France, c'est Oui, en France, oui. ouais, En France, c'est oui. quand même assez unique. Pas à ouais, notre ouais. connaissance, hein, on Ouais. n'a pas entendu Il parler y d'autres. a des 5-6 mètres assez couramment. Hein, mais bon. Et puis, alors, si je peux continuer sur le sujet EME, Bien sûr, oui. on a battu quand même un record homologué qui est de faire la plus longue trajectoire, la plus grande liaison de l'orbite Entre deux points de la Terre. de quoi. l'arc terrestre. Mhm. C'était 12 000 km. Et là, on a contacté par d'autres réseaux, bien sûr, une station qui avait une antenne de 6 mètres, justement, en Sud-Australie. Il avait Nous, on a pointé la Lune qui se levait. Et lui, il avait la Lune qui était en train de se coucher. Donc, on a fait une liaison 5 minutes. Oui, c'était une fenêtre très petite. Très quoi. étroite parce Ouais. que il faut quand même que chacun voit la Lune. Et là, on était en arc terrestre, on était à 17 200. D'accord, ah oui. Donc, Oui, on a c'est- largement battu.
Et je crois qu'on peut encore aller un peu plus loin si c'était des stations sud-Australie vers l'Écosse ou des choses comme ça pourrait se faire encore. Ah oui, oui, oui. Alors, sur les sujets techniques, donc, comment estimez-vous votre niveau d'autonomie technique sur votre matériel, entretien, Eh ben, j'aurais tendance à dire, pour rejoindre ce qu'a dit André tout à l'heure, c'est que l'antenne, quand on l'a prise, il a fallu caractériser beaucoup de choses, La comprendre. la comprendre, mais Ouais. en même temps aller presque au-delà de ce qu'elle faisait à l'époque. Mm. Sur ses déformations, puis il y a de l'entretien à Parce qu'elle est faire. construite en Oui. 79 de mémoire. Non. Non, elle a été Depuis mise en service en 1987. 87, d'accord, ouais, 10 ans après. Et donc aujourd'hui, quand je dis sur le reportage de France 3 qu'on la tient à bout de bras, on est constamment à regarder qu'est-ce qui n'irait pas et il faut faire de l'entretien. Nous sommes locataires, hein, on n'est pas propriétaires. Vous avez l'appui de LTC pour ça. Alors on a une subvention, mais qui ne va pas couvrir tous les frais qu'on pourrait avoir pour l'entretenir. Elle est nettoyée comme un bâtiment en extérieur, mais nous, si on a des roulements à changer, si on a de la mécanique à faire, on le fait. Oui. C'est comme la peinture, c'est quelque chose qu'il faut renouveler très régulièrement. Tous les Oui, 5 ans. ouais, c'est à peu près tous les 5 ans. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une structure métallique avec une partie, enfin des pièces vitales en acier. Et ici, le climat est extrêmement agressif. Bah oui. Et donc, il y a des peintures qui ont été faites, enfin des campagnes de peinture qui ont été faites donc tous les 5 ans à peu près, mais les traitements, Par-dessus la rouille. les traitements fins Ouais. de sablage et tout ça Ouais. n'ont été faits qu'une fois au moment où l'antenne a été mise D'accord. à notre disposition. Ouais. Et donc après, c'est à nous de faire ça et on a des difficultés à le faire parce que ce sont des pièces qui sont quand même il y a des pièces qui sont peu accessibles, etc. Donc on a toujours c'est un peu délicat, quoi. Même au niveau des pièces de rechange, j'imagine que c'est. Oui, alors on peut toujours faire un entretien par des sociétés spécialisées, mais Oui. ça peut coûter extrêmement cher, quoi. Enfin, ça peut coûter très cher. Allez, Et ouais, c'est hors de portée de nos moyens, évidemment, comme association Mm, mm, d'amateurs. mm, mm. Vous faites ça, vous faites beaucoup de choses vous-même, vous montez là-haut sur l'antenne également. On a vu une photo tout à l'heure. Oui. Oui, Vous étiez sur l'antenne et vous Oui, montez. depuis alors, le début, hein, Ouais. oui. pratiquement. Ouais. Et alors, c'est pour effectuer, là, c'était en l'occurrence des travaux de nettoyage du réflecteur, mais on fait aussi des mises en place, par exemple pour l'opération Artemis, Lucien en parlera, on a mis en place un capteur spécifique qui a été réalisé par Lucien d'ailleurs. Et donc, il a fallu monter dans le réflecteur sur le capteur de départ, enfin, qui existait avant. Et donc, c'est un peu chromatique, quoi. Alors l'antenne est en position pointe le zénith, évidemment. Hein. Mais oui, c'est après, une fois qu'on est dans le fond de la parabole, on a encore 3,50 m pour monter avec des échelles sur la source. Mais c'est pas là la difficulté. On a eu beaucoup de difficultés dans l'analyse des erreurs de pointage. Et il y a bien sûr des mesures d'angle dans le sens horizontal, à Z, et dans le sens élévation. Vertical. Oui, parce que le bâtiment, c'est vertical, ouais. Ce que vous m'avez dit, c'est qu'il Il semblerait. Ouais. Ah, il semblerait. Il semblerait qu'on Il flancherait un peu, quoi. Ouais. Oui. Parce qu'on est aujourd'hui avec une très grande précision de pointage, mais on s'aperçoit qu'on est dans les limites des caractérisations de l'antenne elle-même. Mais on a encore des outils, enfin, pas des outils, on a encore les capteurs d'origine qui fonctionnent très bien et qu'on a adaptés avec une électronique moderne, quoi. Mais ça fonctionne. Disons que là, on est capable de suivre des objets avec une vitesse limite, hein, bien évidemment, mais on suit des objets dans l'espace qui eux-mêmes se déplacent, mais de toute façon, même un objet, par rapport au déplacement de la Terre, il faut suivre. Alors, concernant vous, comment vous êtes retrouvé impliqué dans cette association Oui, comment vous êtes venu l'idée de Alors, dire moi, je vais reprendre l'antenne Ouais, je sais qui m'a sollicité un jour. En fait, cette idée, j'en avais un peu parlé à des collègues en 2006, notamment à Philippe Dupuis. Comme ça. Et donc, en fait, ça a repris une idée qui avait été mise après la fermeture du CTS, après l'an 2000, essayer de faire un accord avec les radioastronomes de l'Observatoire de Nancy et de Meudon pour reprendre certaines des antennes, pour en faire des radiotélescopes.
Alors, il y a eu des échanges avec donc des radioastronomes qui sont venus sur place. Ils ont, bon, effectivement, ils ont vu qu'il y avait des antennes intéressantes, mais ils se sont vite rendus compte que le coût de réhabilitation et d'adaptation allait être extrêmement important. Mm. Et non seulement ça, c'était un centre qui n'était pas prévu, enfin des Non. instruments qui n'étaient pas Bien sûr, prévus et qui venaient en plus des équipements scientifiques existants, qui sont d'ailleurs en France pas très nombreux. Et donc, il fallait prévoir un budget pour maintenir ces équipements futurs. Il fallait prévoir des équipes sur place, de techniciens, etc. Des équipes pour accueillir des chercheurs éventuels. Donc, bon, ça relevait du CNRS, qui a évalué vraiment le coût. C'était trop cher, quoi. Trop Donc, cher. c'est tombé à l'eau. Et donc, des gens qui ont participé à cette évaluation, dont Philippe Dupuis, je crois, et moi-même, et puis d'autres, avons dit on va essayer quand même de faire quelque chose et de récupérer une ou plusieurs antennes. Alors, au départ, on pensait récupérer, bien sûr, PB6, PB8, là, donc, Oui. et il y a une grosse antenne derrière qui PB3. s'appelle PB3. Ouais. Qui est beaucoup plus grande, en fait, qui fait 30 mètres de diamètre, et qui est très intéressante par le fait qu'elle a un grand réflecteur, donc elle est très sensible, etc. Mais on s'est aussi vite rendu compte que la réhabilitation de cette antenne était infaisable à un coût raisonnable, quoi. Oui, parce que vous avez Et- vraiment pensé à un moment à la remettre en route. Bah, C'était au tout début, on dans s'est les posé la cartons, ouais. question, et puis on a regardé, on a évalué un peu comme ça, là, approximativement. On s'est rendu compte que ça allait coûter extrêmement cher, et en plus, ça nécessitait des moyens professionnels, ne serait-ce que pour déplacer certains éléments de l'antenne. Donc, on a laissé tomber ça, et on s'est focalisé sur l'antenne PB8. Oui, parce que même aujourd'hui. Pardon, oui. Oui, ce qui est surtout important de dire, je crois, c'est que on voulait pas que ce soit démantelé complètement. On voulait éviter Bien la sûr. destruction. Ce qui, France Et- Télécom, ils ont été quand même. Ils ont C'était l'interdiction de le faire pour certaines, ils sont. Bon, voilà, ils l'ont quand même fait. Hein. Certaines qui étaient classées au bâtiment de France. Alors, elles ont été gardées. la C'est-à-dire première que- des situations qu'on voulait, nous, c'est de ne pas les détruire. Bah voilà, c'est. Alors, oui. oui, alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un accord de fait au moment du transfert du site à la communauté de communes de conserver au moins 3 antennes sur le site, plus bien sûr l'antenne historique qui est sous le radome. Et donc, il y avait une 4e antenne sur le site aussi qui était en mauvais état et qui a été démantelée assez rapidement. Mais il y a donc un engagement de la communauté de communes pour préserver l'antenne PB8, l'antenne PB3 et l'antenne PB5, qui est une antenne que l'on voit quand on arrive sur le site qui est inclinée. C'est la dernière, PB5. Non, PB5, elles sont numérotées dans l'ordre de leur construction, plus, hein, oui. dans l'ordre de leur mise en service. Je sais, Et donc, 74, oui. c'est maintenant, elles appartiennent à la communauté de communes Oui. qui les entretient, enfin, qui les maintient donc en état de En conservation au titre du patrimoine technologique, quoi. Et Parce que donc, par exemple, PB3, bon, quand vous avez imaginé la remettre en route en 2007, l'état était encore à dire assez correct, mais aujourd'hui, là, en 2026. c'était pas en très bon c'était état. pas en bon état. Ouais, bah, Et- aujourd'hui, c'est quelque chose de. Mettons, Elle fonctionnait pas comme Oui. comme on l'utilise aujourd'hui. Hein. Ouais, On ne a fait serait-ce beaucoup de que- travaux. Par exemple, il n'y avait plus d'alimentation électrique. Oui, oui. Les câbles électriques avaient été vandalisés, on peut dire. Hein, ça avait été piraté, ou je ne sais pas. Et donc, il aurait fallu déjà rétablir toute une câblerie qui aurait elle-même coûté extrêmement cher. On n'était pas du tout sûr du fonctionnement des moteurs, parce qu'il y a des moteurs très puissants pour entraîner cette masse de plus de 300 tonnes. Hein. Et donc, bon... Puis la ça faisait structure partie. globale était aussi en assez mauvais état. Non, la structure n'était pas en mauvais En état. 2010, pardon, en 2007, oui, ça allait, mais aujourd'hui. Oui, elle a rouillé pas mal. Ouais. Elle a été repeinte il y a 2-3 ans. On espère qu'elle va quand même survivre un certain temps. Oui, on aura quelques photos d'ailleurs qu'on parlera de 2020, elle a été. Et je fais un aparté rapidement, mais sur le site de l'IGN Retour dans le temps, on peut voir à travers le temps en fait à quoi ressemble en fait le site du CNET, et on peut voir notamment, bon c'est pas très précis, des fois il y a des gros gaps de plusieurs décennies, mais on peut voir l'évolution du site avec les différentes antennes, et ensuite en comparant avec, en allant sur Wikipédia par exemple, on peut retrouver où était telle antenne. C'est très intéressant aussi. Bah, je pense que oui, avant qu'on fasse la transition vers le CTS. On peut rajouter une chose encore quand même, c'est Bah, que oui. pour faire le travail qu'on a eu au départ, pour la remettre en état, pour remettre en fonctionnement, disons, sûr, oui. on a eu des contacts auprès de gens qui, et toujours d'ailleurs, hein,
auprès des gens qui ont travaillé sur la construction. Et Vous avez retrouvé les oui. gens qui ont participé à la conception. C'est ça, et toujours d'ailleurs, toujours en contact. Oui. Et aussi beaucoup de documentation. Sinon, on ne pouvait pas s'en sortir. Donc, on a une documentation qui n'est pas complète, mais qui est assez, qui est suffisante pour nous pour comprendre les câblages et comment fonctionnent Les éléments mécaniques tous aussi. les éléments mécaniques. France Télécom avait laissé dans le local au moment de désaffecter les on a lieux. retrouvé pas mal de choses. Une partie, ouais. Parce que c'est quand même assez de trouver des archives, on va dire, techniques. Alors, on en a, il y a une page Wikipédia qui est très fournie sur le CTS. Mais on va dire, d'un point de vue technique, ce qui s'est passé, même à l'intérieur. Bon, après, c'est vrai que c'était des communications on va dire, satellites pour de la vidéo majoritairement, donc c'était pas quelque chose de très intéressant d'un point de vue grand public. Mais oui, de trouver des archives techniques sur les antennes, c'est vrai que c'est assez dur. Donc j'imagine que vous êtes parti de loin quand vous avez repris PB8, quoi. Oui, je pense qu'on a eu la chance quand même d'avoir un appui documentaire. Oui, oui, d'ailleurs, on se sert toujours des plans de Dès qu'on a câblage. un souci, on va fouiller pour savoir qu'est-ce qui se passe. On la connaît de mieux en mieux. C'est bien. André et moi, on la connaît pas mal quand même. Oui, enfin, on sait comment ça marche, on sait les organes. On a changé. On connaît les organes mécaniques, on connaît l'électromécanique qu'on a modifié d'ailleurs. Enfin, on a une connaissance, mettons, à peu près pas tout à fait complète, mais suffisante effectivement pour travailler avec. Quoi. Et par exemple, on a eu pendant de longs mois des périodes sur la mesure de l'élévation où on avait des soucis dans un sens et dans l'autre, on avait des erreurs qui n'étaient pas les mêmes. On a fini par trouver que c'était un roulement, un tout petit roulement qui, sur le résolveur de la mesure, coincé, était rouillé, il n'avait plus l'étanchéité et de temps en temps il coinçait. Donc on avait des. Donc après c'est du temps. C'est du temps. Et c'est pas très compliqué, c'est de la mécanique. Ça, à tous les cas, c'était pas une mécanique compliquée, mais on a pu réparer ça. Donc il faut fouiller, il faut chercher. Il fallait trouver la panne en fait. Il faut trouver la panne. Oui. Et c'est pas toujours évident. Et vous faites également du coup avec les moyens du bord et avec le nombre de volontaires qui sont présents, parce que donc si on parle aussi des membres de l'association dont vous faites partie, voilà, on peut se demander qui en fait partie. Alors, si je me trompe pas, c'est des anciens du CNET. En bonne partie, oui. Bonne partie, c'est des ingénieurs en fait qui ont été passionnés et qui ont, comme vous, voulu rendre vie à cet endroit et le développer même. Ou des autres entités locales aussi, il n'y a pas que le CNET. Il y a un ingénieur, un ancien d'Alcatel. Il y a eu des enseignants, notamment Pascal Scalard, que vous devez connaître, et qui a participé aussi au projet il y a quelques années. Et des scientifiques aussi au début. On avait un radioastronome de Meudon qui a travaillé avec nous pendant quelques années. Et le fait que ça soit vraiment excentré complètement de Paris, donc le savoir maintenant, la fuite des cerveaux a une tendance à aller vers Paris. Maintenant, il n'y a plus grand monde qui reste sur l'Agnon après les études. Est-ce que pour vous, ça a un impact? Parce que bon, pour le renouvellement je parle surtout des. Ne dites pas qu'il n'y a pas de cerveau ici. Non, mais disons qu'il reste très peu ici, on va dire. Alors oui. On en forme, mais ils partent alors. En fait, il y a plusieurs choses, parce que c'est vrai qu'on a du mal à trouver des nouveaux adhérents et qui veulent vraiment s'engager. Et c'est dû à plusieurs facteurs. D'une part, c'est quand même une activité qui a très technique et qui peut être rébarbatif pour certains. Par exemple, on est en relation proche avec le club d'astronomie du Trégor, là, dont je fais partie, tu as peut-être fait partie aussi d'ailleurs. Et donc, on a invité les membres de ce club à venir nous voir. On leur a proposé de travailler avec nous pour ceux qui voulaient le faire. Et le fait que ce soit vraiment technique, il y a beaucoup d'informatique, beaucoup d'électronique, tout ça, et qu'on n'a pas de résultats aussi immédiat qu'une observation optique, par exemple, du ciel, ça les a refroidis. Et donc, à part le président du club qui fait partie de notre association. Oui, il reste très bien accroché avec nous. Oui, et voilà. Et il n'y a pas eu d'autres personnes qui sont venues. Enfin, il y avait quand même des gens qui étaient déjà membres du club et qui étaient déjà aussi membres de l'association. Mais il y a longtemps. Et il y a d'autres facteurs aussi, c'est que les jeunes dans les écoles sont moins formés dans les techniques radiofréquences, par exemple, qu'avant.
Et on Analogique a au numérique, autant, ouais. voilà, autant on a de grandes facilités à trouver des gens très compétents en informatique, en réseau, En en, développement, bien en, sûr. dévo- en développement informatique. Ouais. Autant c'est difficile de trouver des gens qui ont une formation, un profil en radioélectricité, Électronique. en électronique, électromécanique, par Mhm. exemple. Enfin, c'est vraiment un problème. Mhm. Et donc, c'est aussi un moyen de sensibiliser Oui. des jeunes à ce domaine, parce il y a toujours du travail à faire là-dessus. Hein. Je suis très sensible à ça parce que moi, il se passe pas une semaine ou 2 ou 3 fois par semaine, mon fer à souder est chaud. Oui. Je fais de l'analogique toujours. Et c'est un savoir qui se perd aujourd'hui. C'est quelque chose je crois que ça se perd, oui. Oui, mais suis certain, mais en ouais. même temps, c'est la base. Moi, je me souviens au début des téléphones portables, j'en ai ouvert rapidement. Je saute toujours du CMS, vous savez ce que c'est, bien sûr. Bien sûr, ouais. Composant monté en surface. Voilà. Ouais. Et donc, alors j'ai un microscope, je fais ça, bon, je tremble pas, donc ça va, mais c'est important de savoir faire des choses en électronique. Et tu parlais de la radiofréquence, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai pas choisi, hein, je suis tombé dedans. Mais c'est vrai que les ondes, j'ai toujours été passionné par toutes les ondes, donc les différents spectres. Je ne vais pas vous toutes les citer, évidemment, parce qu'il y en aurait pour un moment, mais je connais toutes les bandes de fréquences et j'ai écouté toutes ces bandes de fréquences. C'est de la curiosité, en fait. C'est de la curiosité, au départ, c'est de la curiosité. Et maintenant, on monte en fréquence et on continue. Et grâce à ça, j'apprends aussi toujours à savoir quelles sont les difficultés de chevauchement des uns et des autres, parce que les ondes... Comme quoi, 50 ans après, ça fait aujourd'hui là, une centaine d'années qu'on maîtrise on va dire, assez bien le sujet des radiofréquences. Là, depuis 50 ans, au final, il y a encore besoin de ce savoir-là, malgré qu'on pousse énormément au numérique. Il y a cette nécessité d'avoir quand même cette... La zone, pour revenir sur Plumeur-Baudou, ça a été choisi à l'époque, c'était avant 62, c'était une zone bien protégée des ondes, mais il y avait tellement moins d'ondes qu'aujourd'hui. Je pense qu'on peut mettre le diapo d'ailleurs sur le CTS, comme ça on pourra illustrer en même temps il y a quelques photos. Voilà. Alors ça c'est l'antenne PB6 qui a été démantelée en 2006, je crois, en 2007. C'est une des dernières, oui. Et d'ailleurs, c'était une antenne remarquable parce qu'elle avait un système périscopique qui permettait de faire descendre les ondes depuis le foyer de l'antenne jusqu'à la cabine qui était en dessous. Depuis le réflecteur secondaire vers l'intérieur. Où il y avait la partie les récepteurs, le traitement, etc. Et donc ça, c'était assez novateur à l'époque. Hein. Cette antenne faisait 32 mètres. Hein. Ah oui. Alors PB1, bien sûr. Voilà, l'antenne PB1 qui était le monument historique, qui était une technologie différente, qui était à l'époque ce qu'on savait faire de mieux, quoi. Donc, pour le contexte, PB1 a permis comme la première communication mondovision, hein, c'est-à-dire de transatlantique. Oui. La France a pu voir l'homme marcher sur la Lune grâce à PB1, à Plumeur-Baudou. Oui, les transmissions en mondiovision passaient par là souvent. Ouais. C'est assez exceptionnel. Alors, en 69, on avait déjà d'autres réseaux, je pense. Parce que ça a été très vite après. Après PB1, ça a été très très vite. Hein. L'Angleterre a suivi, de toute façon. De toute façon, le site, il s'est décroît à cause de la fibre et d'autres câbles sous-marins. Oui, mais l'antenne PB3, par exemple, a été mise en service en 1973. Alors, il y a une antenne PB2 avant. PB3, voilà, parlons du... Et alors ça, c'est PB6, hein, PB3. Non, pardon, vous avez raison, c'est PB3. Et donc, qui est toujours en place. Et donc, il y avait déjà, il devait y avoir PB2 peut-être à l'époque, je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas, petit à petit, on a construit à l'époque des grandes antennes parce que les satellites avaient des émetteurs pas très puissants, quoi. Donc il fallait avoir une très grande sensibilité. Et puis rapidement, ce qu'il faut dire, c'est que PB1, c'était du défilement. Hein. On avait quand même des transmissions qui duraient 15 minutes, 20 minutes maximum, avec des bons pointages. Mais rapidement, on a eu des satellites géostationnaires. Hein. Alors, je ne sais plus quelle année. Mais le premier, c'était Syncom, je crois. Ça a été très rapide et je pense que dans les années 69, déjà, on faisait des transmissions sur des géostationnaires. Ouais. C'était Telstar, du coup, à l'époque. C'était le premier. Alors, Telstar, c'était un satellite, qu'on peut dire, expérimental, qui a été donc lancé en 1962. Je crois qu'on a des photos de Telstar, d'ailleurs. Et qui a été le premier satellite de télécommunication, vraiment. Enfin, qui a validé la technologie des satellites de télécommunication. Oui, c'était une sorte de POC, en fait.
Pardon. De proof of concept, pardon. Oui, voilà, oui, c'est ça, ouais, c'est ouais. ça. C'était Ouais, un ouais. peu Je ça. sais pas quelle était la puissance, c'était pas puissant, hein, c'était à Non, 4 gigas. c'était de l'ordre de 10 watts, Quelques je crois. watts, ouais. Ah, c'était la puissance d'une lampe de poche, j'ai vu ça. Mais alors, sans dériver trop du sujet dont on parle actuellement, Oui, là, oui. aujourd'hui, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les puissances sont à peu près les mêmes sur les sondes. On a toujours 10 watts, hein. Quand on va autour de la Lune, c'est 10 watts. Mais les moyens de réception sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus évolués. Et on n'a plus besoin de faire de préampli refroidi. Et on a gagné énormément. Ouais, on n'a pas besoin d'antenne, sauf pour faire de l'astronomie, de la radioastronomie, il faut des antennes de 30 mètres. Mais pour de la transmission classique à travers l'espace, de communication, il y a toujours des petites puissances, hein. Oui, tant qu'on reste quand même à des distances pas trop grandes, parce que évidemment, quand vous avez Jusqu'à des la Lune. objets, oui, jusqu'à la Lune. Après, quand Ouais. vous allez vers d'autres planètes, là, la distance devient très grande et il faut toujours des grandes antennes. Alors, il y a un réseau mondial qui s'appelle le Deep Space Network, qui est D'accord. géré par les États-Unis et peut-être par d'autres pays en même temps d'ailleurs, qui Oui. dispose de plusieurs très grandes antennes qui sont réparties sur la surface de la Terre et qui ont des dimensions de plusieurs dizaines de mètres, hein. Le Donc, télescope qui était au point de Lagrange, L5, c'est ça? Tout d'un coup, j'ai un trou de mémoire là. L4, enfin, Qui est à 1,5 million. Il y a des transmissions qui ne sont pas très puissantes. Mais là, effectivement, là, on met les moyens pour non, c'est recevoir. L2. Voilà. C'est L2, hein. Oui, Le James Webb. le télescope James Webb, par exemple. Mais oui, qui ne sont pas très, très loin. En C'est fait. pas très Enfin, puissant. Mais voilà. là, on a beaucoup de données, hein. On a des largeurs de bande énormes. alors voilà une image du CTS Ouais. telle qu'il devait être à la fin des années 90. Donc là, les antennes sont quasiment toutes en activité, parce qu'elles Ouais. pointent toutes quelque chose. Exactement, elles étaient Oui, mais encore en il n'y a pas encore activité. le total des antennes, là. Non, Et en effet. bah, Mais il y avait déjà le musée du Radome. Si, je pense que c'était dans Ah, il y a les le années total 90, oui. C'était dans les années 90, et on voit quand même qu'il y avait encore des grandes antennes, 3 grandes antennes, même 4 grandes antennes entre 30 et 32 mètres, hein. On aperçoit même au fond la mer, Et d'ailleurs. vous voyez PB3, PB8, pardon. Oui. L'antenne PB8, oui, on la voit. On la voit. Juste devant le pôle Phoenix. Elle est devant, oui. Oui, on la voit là, C'est la vers plus le petite, milieu en de fait, l'image. entre les trois. Oui. Là. Oui, c'est ça. Je sais pas, on a peut-être d'autres photos. Ouais, voilà, Pas là, de petite. notre photo du Radome. Là, D'ailleurs, de que je vous invite à l'antenne sur visiter, le- hein, qui est absolument magnifique sur Plumeur, avec le tracker là en face du Oui. Radome. Ça, c'est voilà, donc construction du musée. Donc là, on est à 80, 88, 89, je crois. Ouais. 90, voilà, bon, bah toujours. Donc, ouais. Et d'autres photos encore. Là, donc là, c'est au niveau des émetteurs. Je sais plus pour quelle antenne c'était. C'était dans les salles d'exploitation. Oui, c'est dans ça, les voilà, antennes, où il y avait des gros équipements. Tout ça analogique. Il y avait des grandes puissances, hein, là, Ouais. on avait des puissances de c'est- plusieurs kilowatts. On mettait des kilowatts là où aujourd'hui on met 100 watts, hein. Mm. Et même 10 watts quelquefois. Mm, mm. Donc ça, c'est l'antenne PB3 qui vise vers l'horizon, enfin un peu au-dessus de l'horizon. Je crois que ça, c'est l'antenne Ah, celle-là. PB2. Ah oui, celle-là, on la voit pas souvent, celle-là. Non, oui, mais c'était la deuxième antenne construite et la première antenne parabolique. Et toute neuve, là, on voit de le goudron grande encore taille fraîchement posé. construite en France, je crois. Je crois que c'est PB2. Voilà, là, c'est vraiment vieux. Ça, la construction du coup du Radome PB1 en 67 de mémoire. 69 non, exploitation. Pas en C'était 67. avant, hein, parce que la 66. première liaison a eu lieu en 62. 61, ça. Ah, 61. C'était en 61, c'était en pardon. 61. Ouais, donc on voit le site est encore vierge toute antenne, il y a juste PB1 et Ah, oui, Radome. oui, il y avait juste Ouais. ça. Et donc oui, pour le contexte, c'est qu'on avait exactement la même chose aux États-Unis, donc à Andover. Andover. Andover, c'est ça, Andover, pardon, parce qu'Andover, c'est aux Andover. Pays-Bas. Et donc, il faisait voilà, l'écho, on va dire, via un Telstar, du coup. Telstar 1. Oui, il y a eu Telstar. Après, il y a eu Early Bird, etc. Enfin, il y a eu toute une génération de satellites à défilement et assez rapidement. Et maintenant, dès qu'on a su lancer en orbite géostationnaire, parce que ça a été le progrès a évolué en parallèle avec celui des lanceurs, et dès qu'on a su C'était faire très des vite. lanceurs qui étaient capables d'envoyer des satellites en orbite géostationnaire, on a pu mettre en place des systèmes de communication avec des satellites. Je me permets de rectifier, c'est pas un écho, hein. C'est une émission à une Oui, pardon, réception. Ce sont des répéteurs, hein. Oui, c'est un répéteur. Une salle d'exploitation, là, donc au niveau du CTS aussi. Je sais plus ce que c'est comme IBM, comme unité de traitement. Ouais, mais, c'était des machines de l'époque. ouais, hein, voilà, on est sur des choses assez anciennes, Avec encore à bande. Des disquettes 5 pouces, même pas. Là, normalement, cette photo, elle est assez marquante parce que c'est. On a normalement Pierre Merzin, il me semble,
C'était lors de la première émission, donc les Ouais, ingénieurs c'est qui ça. étaient C'est heureux. ça. Et ils étaient en communication directe avec des ingénieurs de la Bell Labs, Ouais. qui donc était le partenaire de la France Ouais. et de l'Angleterre, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les Anglais étaient dans la course. C'est vrai. Ouais. Et on construit une station, d'ailleurs quasiment intégralement de technologie anglaise, hein, alors que nous, la technologie était quasiment totalement américaine, enfin, en grande partie. Alors, les techniciens qu'on ne voit pas là, parce que ça, c'est les politiques, parce qu'il y a eu un travail de préparation assez sérieux. Et mon beau-père était comme moi, là, avec un casque sur la tête, à chercher la balise du satellite qui Ah allait oui. passer. Ouais. Donc, quand on a fait nos premiers échos lunaires avec PB3, 13 mètres, j'ai beaucoup pensé à ce qu'il faisait à l'époque. Oui. Il cherchait Je crois qu'on a même une photo avec Pierre Marzin et Charles de Gaulle. Ah bah voilà, d'autres, ils sont Oui, heureux. bah là, ils sont contents parce qu'ils ont établi la liaison. Voilà, donc on Voilà a... Telstar, donc Ouais. avec, je sais pas ce que c'est là, l'espèce de... Telstar, oui, en bas à droite. Hein. Alors, Oui. La à gros gauche, je pamplemousse, pense. c'est Telstar. Donc c'était Ouais. petit, à l'époque c'était petit Ouais. satellite, hein, mais qui était un Voilà. satellite probatoire. Alors voilà le général de Gaulle avec Pierre Marzin, Ouais. et lors d'une visite de Gaulle en octobre 62, je crois. Ah bah, octobre 60, moi. Euh, Septembre 60, pardon. Ah, peut-être. Visite Alors, de Charles de peut-être- Gaulle, alors, c'était peut-être l'Ocnet avant. de Lannion. C'était même pas... Non, Ah oui, Ognet, c'était alors Ognet. Ognet, en 60, j'étais pas Ognet, mais j'ai vu le général de Gaulle après, moi, Ognet, dans les années 69, par là, il est venu, je crois, 69, 70. Bah, pour poser le menhir peut-être. au CTS, Euh, peut-être. Peut-être, ça- ouais. Alors, je crois qu'il y a une visite à Plumeur-Baudou Oui, il y a une visite après, officielle. après le début des coms spatiales. Enfin, il me semble. Hein, je veux pas Oui, trop dans les années m'aventurer, mais- 70, il est revenu, je pense. Oh, même avant. Ouais. Enfin Ouais. bon, Je l'ai vu, et je suis arrivé en 68, donc il a dû avoir un passage encore à ce moment-là. Ouais. Donc, si on reste sur le CTS, donc le CTS, c'est quasiment 200 salariés à son âge d'or. C'est 2 terrains de tennis, un réfectoire, c'est 15 antennes. Et donc, comme on l'a dit, la première communication vidéo transatlantique. Donc là, la France a pu voir le marché sur la Lune grâce au Euratom. Donc, quel a été son rôle exact au CTS? Vas-y, bah, non, tu je peux- dis. tu peux le dire, hein. Alors, le CTS, c'était les transmissions téléphoniques. Au début, on était très content de pouvoir transmettre une cinquantaine de liaisons vers les États-Unis téléphoniques. Quand je lis ça aujourd'hui, ça me fait un peu sourire parce que effectivement, on est rendu à des millions et des milliards de lignes téléphoniques instantanées. Mais là, c'était très performant pour quelques dizaines, voire quelques centaines après. Et liaison téléphonique, exclusivement, c'était pour ça. Mm. Les images, ça a été bien sûr des transmissions en mondiovision, mais rapidement, ça a été sur des géostationnaires parce que 15 minutes de transmission, c'était pas viable. Bah, par jour, oui. C'est pas. Non, à chaque passage. En plus, à chaque Ah, match. tous les 90 minutes. Mais c'était une performance et qui a servi beaucoup après à mettre au point les liaisons vidéo. Mais au départ, c'était téléphonique. Oui, et la faible Et capacité de transmission de données. était liée à différentes peu. raisons. Bon, et les satellites à défilement étaient quand même effectivement pas très intéressants, pas très exploitables quoi, Non. pour du trafic commercial téléphonique. Bah, c'est quelques beaux, hein, c'était assez ridicule. Bah, non, enfin, peut-être plus que des veaux, mais enfin, en tout cas, la capacité n'était pas très importante. Ouais. Par contre, assez rapidement, dans les antennes, on a utilisé des largeurs de bande de plusieurs centaines de mégahertz, ce qui permettait d'acheminer quand même beaucoup de conversations téléphoniques, Oui. à des milliers de conversations téléphoniques, des dizaines de chaînes de télévision, etc. Donc, il y a quand même eu un gap qui a été franchi assez vite pour pouvoir Mais exploiter commercialement ce Il faut système. insister pour dire que PB1 a visé rapidement des satellites vers l'Océanie. Je crois que c'était vers l'Océanie. C'est-à-dire que l'antenne était fixe. On ne faisait plus de tracking, comme on a fait pour la démonstration d'images entre les États-Unis et en 62. Donc c'était sur des satellites géo. Et comme dit André, c'était pour des liaisons téléphoniques permanentes entre une zone du monde et une autre zone du monde. Et petit à petit, les antennes se sont multipliées pour ça, pour faire une autre zone, toujours vers la France ou l'Europe, et ainsi de suite. Et puis il y a eu d'autres stations que Plumeur-Baudou. Hein. Donc ça s'est développé. Il y a eu l'Afrique, il y a eu et en Europe, il y en a eu plein. Hein. Bah, là, justement, Rapidement. vous m'offrez une bonne transition parce qu'aujourd'hui, le site CTS est fermé il y a maintenant 26 ans.
Mais aujourd'hui, il reste en France un seul site qui appartient encore à Orange, qui est à Bercenay en Haute. Oui, c'est ça, oui. Et bah après, si je peux aussi en Réunion, forcément, parce que c'est des zones backup au cas où si les câbles sont coupés. Mais voilà, celui qui est encore très important, c'est qu'il y a un Bercenay en Haute, parce qu'il y a pas mal d'antennes encore actives Oui. qui font de la transmission vidéo, transmission militaire, transmission. Oui, des transmissions c'est- dites institutionnelles. Il y a beaucoup de réseaux privés, Oui. les banques, sûr, ouais. les militaires, bien Mhm. sûr, oui. Bien sûr, oui. Et c'est un site aujourd'hui très sensible, hein, d'ailleurs, parce que voilà, les militaires, c'est-à-dire qu'ils sont assez dépendants de ce genre de communication. Alors, il y a souveraine. d'autres sites Pas que en avec France, ça, hein. quand même. Par exemple, il y a un site près de Rambouillet, donc on appelle ça des téléports, Oui. Oui. où donc il y a un certain nombre de stations qui sont mises à disposition d'opérateurs privés, souvent, pour faire du trafic commercial de données ou des choses comme ça, quoi. Et après, c'est des antennes. Des antennes. Elles sont pas très grandes, hein, Oui, c'est 2 ou 3 mètres, mais des antennes en offset Mhm. qui sont à très bon rendement et qui font des trafics spécifiques sur un satellite et ils peuvent Mhm. positionner sur un autre. Enfin, c'est très, très mobile aussi. Et puis, il ne faut pas oublier que rapidement, on a fait des transmissions mobiles. Mhm. Euh, Assez rapidement, les chaînes de télévision, les entreprises ont eu des antennes mobiles. Itinéris qui est arrivé au début de l'année 2000. Ouais, révolutionner le marché. C'était les premiers systèmes mobiles de téléphonie, Ouais, mais là, ouais. on parle plutôt de déplacer les stations pour, par exemple, accompagner des reportages. Ah oui, des oui. trucs Des comme ça, reportages, oui. Ouais. Ouais. Bon, du coup, aujourd'hui, voilà, il ne reste plus que d'actifs Bercenay. Plumeur Vaudou, il y a quand même une présence encore symbolique. Moi, je me demande, est-ce qu'à PB8, on peut encore faire de la vraie science aujourd'hui? Alors, bonne question. Je dirais que oui. Alors, pas à un niveau, évidemment, de recherche de pointe, mais déjà au niveau de la pédagogie, d'une bonne pédagogie. Et un exemple que je citerai, c'est que nous sommes actuellement, depuis plusieurs années, en collaboration avec un lycée du nord de la France, à Abbeville. Et nous avons monté avec ce lycée un projet de mesure de distance, de la distance Terre-Lune par radar. Et donc, il y a eu des premières expérimentations par des méthodes assez simples qui ont très bien marché, et d'ailleurs qui ont repris l'appareillage et les techniques qu'on utilisait pour la communication par écolunaire. Et actuellement, on travaille sur des méthodes de traitement de signal, enfin de méthodes c'est pas du codage, mais de mise en forme des signaux. Modulation. Oui, de de ces modulation. espèces de modulation qui sont très performantes et qui sont utilisées d'ailleurs dans les radars militaires, souvent, et qui donc vont être utilisées pour améliorer la précision de la mesure et la détection automatique de la distance, quoi. Alors, pour moi, c'est de la science, pas de pointe. On ne fera pas de recherche ni de découverte avec PB8, mais on fait de la science de vulgarisation. Et on rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut intéresser un maximum de personnes à la science de base. Bien sûr, oui. C'est Les fondamentaux. les fondamentaux. Ouais. Oui, puis oui, et puis il y a des technologies qui sont un peu abandonnées, comme par exemple les radiofréquences, en montrant que c'est toujours important. Oui. Ouais. Là, on a d'ailleurs quelques photos, là, des belles photos de PB8, qui sont d'ailleurs, je crois, de toi, André. Lucien, oui, pardon. Ouais. Voilà, on a Lucien et Sylvain. c'est ça, oui, voilà. Petite inspection technique. Alors, on voit, Non, c'est une époque où on a fait du 10 gigahertz de transmission et parce qu'il y a une bande amateur. Alors, chose qu'on n'a pas évoquée. Le monde de la radioélectricité, c'est un monde qui est couvert beaucoup par le monde des radioamateurs. Radioamateur, c'est un terme qui fait un peu aujourd'hui penser, mais pourquoi vous avez besoin de faire de la radio à travers le monde? Radioamateur, c'est une licence à passer, voilà, quelque chose Oui, il faut certifié. Oui, c'est certifié. Il faut montrer qu'on sait ce que c'est qu'un émetteur, faut avoir qu'on des soit capable compétences de techniques, régler, hein. quelles sont les fréquences qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire sur les Ouais, fréquences. partie ainsi de suite. légale, etc. Voilà. Mais du coup, j'ai perdu le fil. donc ce monde des amateurs, il est Le très monde des important. amateurs, c'est ce que je te disais dans un mail d'ailleurs, a bien sûr beaucoup évolué comme le reste du monde. Le terme est toujours le même. Les radioamateurs qui ont commencé, parce que le REF, le réseau des émetteurs français, a fêté ses 100 ans il n'y a pas très longtemps, c'est l'année dernière. Le début de la radio, il ne faut pas oublier, c'est autour du Titanic. Et ben, ça a toujours été des passionnés
cherchaient, qui étaient curieux et qui cherchaient à découvrir les choses. Et ça continue. C'est pas parce qu'on a un téléphone en main, les gens ne savent pas sur quelle bande les téléphones travaillent. Vous savez qu'il y a Surtout 6 qu'en bandes. plus, maintenant, Il y a 6 bandes. on multiplie les réseaux. Il y a plein de protocoles. Ouais, Vous recevez plein de choses par satellite. ouais. Vous émettez Ouais. 2 watts dans telle bande. Votre Ouais. téléphone, il va choisir la bande. Ouais, ouais. Et tout est automatique dans votre téléphone. Mais Et ça tient. ce sont des bandes de fréquences qui existent depuis toujours. Et il faut avoir un petit peu de cette connaissance de base. Hein, à savoir qu'avant, on faisait de la télévision analogique qui prenait énormément de place. On a fait du numérique qui prend moins de place. On a vendu... les opérateurs ont pris des bandes pour faire de la téléphonie. La téléphonie, aujourd'hui, c'est des millions et des millions de téléphones qui communiquent par les ondes. Ce sont les mêmes ondes qu'il y a 100 ans. Ce qu'on a rajouté, on va dire, une partie de législation par la NFR, sous tutelle de comment on appelle ça, c'est la NFR qui est sous tutelle de, je dis pas de conneries, je l'avais juste avant, de l'ARCEP. Voilà, merci. Oui. Donc toutes ces fréquences-là maintenant sont régies depuis. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'elles existaient déjà avant, ça, mais que on a appris à les utiliser. Alors, c'est vrai que la technologie des composants ne permettait pas d'utiliser ces ondes-là il y a 50 ans ou au début du siècle dernier. Mais aujourd'hui, on est capable d'aller dans des fréquences extrêmement élevées, en sachant que les caractéristiques sont différentes à chaque fois. Mais on sait dompter toutes ces fréquences-là. Et on les utilise quotidiennement. Que ce soit domestique ou dans la rue ou partout, c'est utilisé. Et nous sommes dans un environnement important. Même les fours micro-ondes, ça fait combien de temps maintenant que ça existe? 30 ans? 40 ans? Hein? Et d'ailleurs, ça nous pose des problèmes. Parce que Alors, la multiplication, oui. tu vas pouvoir en Il y a parler, du bruit, oui. la multiplication des réseaux mobiles et des largeurs de bande utilisées par le réseau mobile devient de plus en plus gênante pour nous et pour des tas d'applications, dont la radioastronomie, par exemple. Parce que sur le site du CTS, vous avez une antenne 4G, 5G à moins de 100 mètres de vous. Oui, alors, il y a 5G, 4G, 5G, c'est des protocoles, mais aujourd'hui, il y a 6 bandes en téléphonie. Hein. Quand on part du 700, 800, 950, qui va disparaître un peu, et on monte jusqu'à 3 giga 5 et 3 giga, entre 3.5 et 3.8. Mais sur le centre que l'on voit là actuellement, à l'époque, c'était une zone qui avait été choisie pour qu'on puisse recevoir des signaux faibles de l'espace. C'était une zone propre. Avec vierge, peu de bruit. Peu d'éléments qui perturbaient. Aujourd'hui, nous, on fait de la science de vulgarisation en radioastronomie, mais on est dans un environnement terrible. Donc, il faut se munir des filtres, faire attention aux intermodulations, savoir qui émet là, et bien se positionner dans un endroit très précis. Je ne sais pas si on pouvait trouver une image de tout ça, mais c'est comme si c'était des terrains qui étaient vierges au départ, et puis que tout le monde a pris sa place. Et puis aujourd'hui, prenons l'exemple par exemple de la raie d'hydrogène à 1420. La raie d'hydrogène, elle est encore à peu près, dans cette bande-là, elle est à peu près vierge au point de vue transmission humaine, mais c'est important de la laisser vierge parce que ça nous permet de faire des analyses dans l'espace sans être perturbé par tout ce que l'on fait sur Terre. Est-ce que c'est utilisé comme référence aussi d'un endroit sans bruit? Il y a plusieurs bandes de fréquences comme ça qui sont considérées comme étant... Alors, il faut préciser que pour la radioastronomie, il y a des bandes qui sont très protégées. Oui. Quelques bandes, dont la bande autour de 1420 MHz, parce qu'elle est très importante comme un marqueur de l'hydrogène dans l'espace. Mais il faut dire aussi que les installations de radioastronomie, elles ne sont pas mises n'importe où. Elles sont installées en général dans des zones peu bruyantes. Et par exemple, je pense que vous avez entendu parler du réseau ALMA qui est dans le désert de l'Atacama au Chili. Là, il n'y a vraiment rien. 60 antennes de 13 mètres. C'est à la fois un endroit très propre, très sec, et où il n'y a pas de vapeur d'eau. Donc, ça permet de monter assez haut en fréquence dans le millimétrique et le submillimétrique. Mais en plus, vous avez très peu d'activité humaine dans le coin. Il n'y a pas de réseau mobile, etc. Donc, du coup, c'est vraiment des endroits protégés. Il en existe dans le monde un certain nombre comme ça. Alors, on espère que ça va continuer, quoi. Prenons l'exemple d'un autre domaine de la médecine. La médecine, par exemple, utilise de plus en plus aussi les ondes et l'électronique de pointe et beaucoup d'éléments autour des radiofréquences. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que nous avons tous
2 watts dans la main sur des bandes, ça peut être à 2500, à 2100, à 2600 mégas, et ainsi de suite. Il y a des endroits où il ne faut pas utiliser son téléphone parce qu'on devient perturbateur pour des instruments. Alors, quand c'est de la médecine, c'est évident il faut faire attention. Souvent, Ne- quand on parle d'imagerie, par exemple, je pense, on appelle ça, aux radios, les radios. Comment ça s'appelle? Les scanners. Les scanners, voilà, ils scanners. sont dans des zones quand même assez, enfin, c'est limite des KG Faraday parce que ça génère tellement de champs magnétiques Oui. que ça perturbe tout ce qui est autour. Ouais, les scanners et puis les systèmes d'IRM aussi. Oui, des IRM aussi, IRM, exactement. Oui. Ouais. Alors, Donc, voilà. Donc, pour dire que la difficulté à PB8, c'était effectivement, dans le passé, là, de faire de la radioastronomie en étant protégé. Et même aujourd'hui, donc, pour en revenir à l'actualité, il fallait se protéger des pylônes qui sont pas loin, qui sont à 300 mètres et qui émettent 4 opérateurs avec 100 watts sur 10 MHz de bande. C'est nouveau, ça. On n'avait pas ça avant. alors, pour avancer dans les sujets, on va maintenant parler de Artemis L'actualité. 2. Voilà, c'est le grand sujet de l'ORPB en Ouais. ce moment Ouais. et pour les mois à venir, j'imagine. On a une super vidéo en plus pour. Et voilà, donc vous avez répondu à un appel d'offres, c'est bien ça, c'est un appel d'offres de la NASA On peut le voir comme ça, ouais. en fin d'année dernière. On a rempli ce qu'on appelle un RFI. Donc c'était en octobre ou novembre, c'est ça? La butée était en fin octobre. Ouais. Voilà. Et donc vous avez été accepté par. Pas de suite, on de était, suite, on ouais. était En en attente. attente. On a commencé à travailler comme si on avait été. Il fallait faire vite. Nous, on voyait ça pour le mi-février, pour Ouais. le début février. hein. Ça a été retardé au final. Voilà. Ouais, en avril. Et on a su 3 semaines plus tard, après le premier contact, 3 semaines plus tard, on a su qu'on était sur une liste, effectivement, sur la liste. D'ailleurs, je pensais pour introduire le sujet, on peut peut-être mettre la petite vidéo. vidéo qui dure 1 minute de présentation du projet Artemis faite par la NASA. Voilà. Rentrer chez eux. Donc Artemis 2, c'est la phase 2 du programme Artemis, hein, qui est, si je ne me trompe pas, donc, un successeur à Constellation. C'est bien ça? Donc qui a été oui, c'est en ça, fait arrêté par Barack Obama durant son mandat. Et donc comment se retrouve impliqué l'ORPB dans le programme Artemis? C'est ce que Lucien a expliqué. Il y a eu un appel d'offres auquel on a répondu. Et donc, on est maintenant une des 34 stations, on peut appeler ça comme ça, qui allons devoir accomplir un travail au moment de la mission. Et donc, le mécanisme est enclenché. Je vais répondre à Arthur sur pourquoi. Alors, pourquoi? Parce que des gens nous ont dit mais vous avez les moyens et vous êtes capable de le faire. Alors, on s'est dit on est capable de le faire. Bon, alors c'était un challenge parce que on est tous les deux là, mais il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur le sujet, vous le savez. hein. Donc, Vous pouvez les citer, il n'y a pas de. Oui, on peut donner les. on peut Oui, donner les il y prénoms. a, Il y a il y a Sylvain, Olivier. donc toi André et moi Lucien, Jean-Pierre, ouais. Donc on s'est dit mais on s'est fait une petite réunion, on s'est dit mais est-ce qu'on est capable de faire tout ce qui va être demandé? Et puis on s'est dit bah oui, on est capable. Si on y arrivait, ce serait quand même un challenge de reconnaissance locale. Moi, je reviens toujours à ça, local parce que c'est historique. Plumeur-Vaudou,
centre historique des C'est le télécoms. retour après 20 ans Bah, d'une couverture. Vous avez quand même. C'est impressionnant, quoi. 20 Puis ans après. ouais, là, Oui. vous êtes et vous faites avec la main d'œuvre que vous avez. Oui, Vous n'êtes pas c'est ça. beaucoup Alors, d'actifs. Et ça, il y a une grosse c'est charge de travail. C'est avec des moyens. Oui, moi, j'ai passé 2 mois et demi sur le sujet. Mais pas seul, hein. J'ai aussi d'autres. Je pourrais citer plusieurs personnes qui m'ont aidé. Il m'a prêté un petit tour. Après, j'ai eu un monsieur qui s'appelle Pierrick qui m'a aidé à faire un petit peu de fraisage. Donc, moi, je me disais, bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a eu Jean-Pierre donc, qui nous a aiguillés pour faire la source. Là, je parle de la source, hein, pour adapter Le capteur, l'antenne, c'est le le capteur. capteur. Oui. Donc, on était principalement acteurs et en même temps, on a fait appel à des gens que l'on connaissait, des proches qu'on connaissait, qui étaient capables de nous donner un coup de main. Mais c'est vrai, c'est avec des moyens basiques. Alors, Financier et du temps. Oui, l'informatique n'est pas un moyen basique. J'aurais tendance à dire que le gros problème du traitement de signal, parce que peut-être vous allez poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Oui, oui. bon, Vous avez deviné. bon, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ben, je réponds, mais tu vas prendre la main aussi. Ce qu'on fait avec eux, c'est des mesures sur une fréquence qui nous est transmise, qui nous est donnée. On va recevoir cette fréquence et l'analyser du point de vue temporel, du point de vue effet Doppler. Parce que toute émission dans l'espace qui se déplace par rapport à nous, ou nous qui nous déplaçons par rapport à cette source, produit, enfin, le déplacement produit un effet Doppler. Alors, on peut l'expliquer, enfin, vous le connaissez, mais Un décalage donc, en il y a un fréquence. décalage Oui. dans un sens ou dans l'autre, selon qu'on se rapproche ou qu'on s'écarte. Mais il y a toujours un mouvement latéral, mais il y a toujours un déplacement. L'exemple souvent Et- qu'on donne, c'est l'ambulance qui passe à grande vitesse. C'est ça. Voilà. C'est ça. Que je donne toujours aux élèves aussi. Ouais. Donc le seul son, le vrai son, c'est quand elle est devant vous. Quand elle arrive ou quand elle part, c'est pas le vrai son. Oui. Pour les fréquences, c'est pareil. Donc ce qui demande à Le toutes radio. les stations, c'est de mesurer cet effet-là. Alors sur un traitement de signal qui est pas simple, il faut une très grande précision temporelle qu'on a eu du mal à acquérir, mais que l'on a aujourd'hui. Et bien sûr, envoyer ces données-là, parce qu'ils nous demandent de les envoyer, et aux autres stations, ils demandent aussi pour pouvoir faire des corrélations par rapport à toutes les stations, pour voir si leur trajectoire est bien dans la théorie qu'ils avaient au départ, et pouvoir modifier cette trajectoire si besoin. Parce que, juste pour rappeler ce que c'est Artemis 2, donc c'est une phase de Artemis où donc on envoie une capsule en orbite seulement autour de la Lune et c'est une mission. Elle ne fait pas une orbite, elle fait C'est un même c'est pas pas vraiment juste une un tour. orbite. Non. C'est Oui, pardon, pas un orbite. On demi-tour, fait un quoi. tour, voilà, Ouais, c'est un demi-tour là. Un 8. Mais c'est précurseur à des missions futures durant lesquelles les astronautes seront amenés même à atterrir sur la Lune. Mhm. Et donc voilà, c'est des tests. C'est exactement la même chose qu'Apollo 8 en 1968. Voilà. Mhm. Et donc le signal que vous allez mesurer provient de cette capsule ou... Oui, voilà, c'est ça. elle a été mise. Donc, la NASA va nous donner les périodes à laquelle on doit traiter le signal et faire les calculs pour le renvoyer. Donc, c'est un challenge et en même temps comment on pourrait dire ça, un grand Consécration plaisir, pour un vous grand aussi, plaisir ouais. et en même temps on est content d'avoir réussi pour l'instant elle n'est pas encore en voyage bien sûr, mais on fait des tests. Les tests sont faits sur des satellites sur cette bande de fréquence qu'on appelle la bande S, hein. Donc des satellites qui émettent des balises et dont les satellites bougent, donc on peut faire des mesures en amont. Parce que là, actuellement, comment dire, vous en êtes comme vous approchez, on va dire, la finalité d'un point de vue technique pour le suivi de la mission ou... À peu oui. près. Oui, Vas-y. là, on peut dire qu'on est prêt, hein. Oui. Au c'est point de bien. vue technique, on est prêt. Lucien et Olivier ont travaillé d'arrache-pied pour réaliser toute la partie radio et la partie Olivier, surtout. informatique. Et donc, c'était les deux principaux acteurs, hein. Et donc, on a maintenant un système qui marche bien, qui a été testé, qui est fiable apparemment, et qui répond aux exigences de la NASA. Oui. Une des exigences importantes, c'était d'avoir un chronométrage extrêmement précis de la prise de données et un étiquetage temporel extrêmement précis qui est lié au temps universel, etc. Et de façon à ce que les observations de chaque station puissent être effectivement
entre En guillemets, cohérence. combiner les unes avec les autres pour pouvoir faire une estimation extrêmement précise de la trajectoire. Et donc, les exigences temporelles, par exemple, étaient de l'ordre d'horloge atomique très précises. Vous avez réussi du coup à trouver une solution pour répondre Oui, à... alors justement, la solution, en fait, c'était d'utiliser les signaux GPS qui véhiculent des informations d'horloge extrêmement précises. Et donc, il y a des modules qui existent, dont on a dû se procurer un exemplaire, et qui permettent donc de sortir un timing qui est extrêmement précis et qui est chronométré fixé par ces On est à horloges. 10-9 de précision. Oui, au moins 10-9, ouais. Donc, il a fallu apprendre à servir ces outils, apprendre à se servir d'un récepteur numérique assez performant, etc. Enfin, si vous voulez, Il y a eu de la découverte. il y a eu de la découverte d'équipements qu'on connaissait comme ça dans le principe, mais qu'on n'avait jamais manipulé, quoi. Il y avait des choses qui étaient acquises. C'était le pilotage de l'antenne, avec bien sûr l'historique de l'antenne dont on a parlé déjà tout à l'heure, à savoir des difficultés d'usure ou de vieillissement qu'on doit gérer. Mais le tracking qui est opéré aujourd'hui, il est suffisamment précis pour suivre une trajectoire comme la trajectoire de la capsule Orion. Donc ça, c'était déjà fait. Mais s'il y a des vitesses apparentes dans les premiers éléments, dans les premières heures de dizaines d'heures autour de la Terre, on aura sans doute des vitesses apparentes assez grandes. On aura sans doute... De toute façon, on ne décide pas. On peut faire de la réception, mais il faudra être prêt quand ils vont nous demander de prendre les données et de faire des traitements et de les envoyer. Vous avez une sorte de contrat ou quelque chose comme ça? Ce qui Y a se pas passe de- si ça se passe Non, ça on marche a C'est du on a même bénévolat. pas signé de document, Ah bon, d'ailleurs. ok. Et on sait, alors, On s'engage à dire c'est un pas tout. engagement, formel, mais qui n'est pas hyper contraignant, si vous voulez. Alors, On si vous ça engage à marche, rien, tant en mieux. fait, Si ça marche pas, tant pis. Ah. Mais nous, on espère que ça va marcher, évidemment. On s'est engagé dans le RFI à ne pas faire d'émissions sur la capsule Orion, Il ne faut pas perturber quand même la de ne capsule. pas divulguer les Des fréquences. données précises, ouais, Et puis voilà, et c'est pareil pour tout le monde, quoi. Il y a eu je crois que j'étais avec Olivier au début mi-janvier, une visioconférence audio. On dit visio, c'était un chat, et puis les gens de la NASA parlaient à 80 personnes sur le monde, et on posait nos questions, et ils répondaient donc 80 personnes qui faisaient partie des 34 stations, quoi. Et ils répondaient aux questions du chat, et puis quand c'était trop précis, ou des demandes trop précises, ils répondaient en individuel après. D'accord, ok. Donc là, oui, tu voulais rajouter quelque chose par... Alors, oui, on se demandait pourquoi c'est votre antenne, enfin votre station qui a été choisie et pas une autre en France. Est-ce que c'est la NASA cherchait potentiellement Alors, d'autres stations c'est vrai qu'il y a des tas d'entités en France qui peuvent le faire, mais est-ce que financièrement, ils peuvent bloquer une antenne pendant 10 jours pour faire que ça? Le CNES, l'ESA, il y a plein de moyens en France pour faire ça aussi. Il fallait 13 mètres. Ah non, il fallait 9 mètres. Il fallait 9 Oui, mètres. c'est ça. Ils voulaient 9 mètres, sans doute pour avoir l'angulaire, pour la avoir une pour la résolution sélection. angulaire suffisamment fine et puis une sensibilité suffisante aussi. Voilà. Et donc, voilà, ça a été un des critères. Après, on a montré qu'ils nous ont demandé quand même dans le passé qu'est-ce qu'on avait fait. On avait travaillé sur les GNSS déjà. On a montré ce qu'on avait fait. Alors peut-être qu'on peut parler de GNSS, oui, donc du système de positionnement par satellite. Voilà, exactement. Ouais. Alors, en fait, on ne sait pas quelles sont les stations qui ont pu candidater en France, hein. D'accord. On Ah oui, ne on connaît sait pas, pas. on ne Non, on connaît sait pas les Il y en a candidats. il y en a peut-être Vous d'autres. pensez Et qu'il y en a peut-être d'autres, je Ok. ne sais pas. Donc on Et- sait qu'il y a eu 33 autres candidats dans 14 pays, ça en tout Oui, cas. mais Oui, ces ça, candidats c'est sont ceux qui retenus. sont sur la liste. Ceux-là ont été retenus, comme nous. Mais par contre, il y a certainement eu plus de candidats, hein, et on ne sait pas en France qui a pu candidater. C'est probable qu'il y en ait d'autres. Des antennes de plus de 9 mètres, il n'y en a pas des quantités non plus.
Alors, en termes d'association, quoi, si, on en connaît, mais c'est toujours, c'est toujours dans un monde radio-amateur, souvent, ou des associations qui gèrent comme nous, mais on ne les connaît pas tous. Non, on ne les connaît pas toutes. Mais bon, il y a aussi, en Hollande, ils ont été sélectionnés, en Angleterre, à côté de Berlin aussi. Enfin bon, Et vous êtes en échange avec d'autres stations du coup? oui, du coup, Olivier a des amateurs. échanges avec d'autres. Oui. On a des échanges avec la station qui est en Allemagne en particulier. Ouais. D'accord. Et donc, ils vous aident. C'est plutôt nous aide. qui les aidons. Parce qu'en fait, ils sont moins avancés que nous. Et Ok. bon, ils ont une très bonne équipe, mais ils ont démarré tard. Enfin, ils ont démarré il y a peu de temps, en fait. Et c'est aussi une parole de 13 mètres comme vous ou c'est... C'est à peu près le même Ouais, standard. En c'est fait, 12 mètres, je crois. c'est un ancien D'accord. système russe, Ok. pas soviétique, de l'époque de l'Allemagne de l'Est, et qui s'appelait Intersputnik, et qui était un peu l'équivalent d'un Telsat. Ouais, il y a eu beaucoup d'antennes comme ça, je crois. Ouais, à et l'Est. donc des antennes un peu du même style que PB8. Qui des passionnés ont Montagne. repris comme vous. Et, Oui. ouais. Oui, c'est c'est ça, ça. c'est une antenne qui était abandonnée. C'est qui une était- association aussi, oui. C'est génial, du coup. Il y a Et faite avec Ouais. des enseignants et des ingénieurs aussi de société. Oui, à côté. je suis d'accord. Je suis d'accord, Valentin, que c'est quand même intéressant. Il y a une retombée assez intéressante qui relie. Alors, le monde amateur le fait déjà, hein, puisque dans le monde amateur, il y a des concours internationaux où les gens peuvent se mettre un petit peu en condition pour faire des choses un petit peu en pointe. Mais là, ça devient une chose, je ne sais pas comment qualifier ça, mais nous, enfin, les gens apprennent à se connaître en faisant des choses parallèles dans plusieurs pays, quoi. Et c'est quand même intéressant. C'est du point de vue de la science de vulgarisation, quoi. Ouais, ouais. C'est toujours pareil. Hein, c'est pas D'amateur, oui, ouais. Ouais. c'est pas, on va pas faire de recherche fantastique, mais c'est intéressant de faire fonctionner ce genre de choses. de réseau, en fait. Hein, Oui, il y a plein de réseaux aussi hein, qui fonctionnent comme ça. Parce que dans cet effectivement. effort de vulgarisation, du coup, vous allez aussi parfois au contact de la population Oui. en représentant l'ORPB. À Plumeur, il y a Euh, les journées de la science hein, oui. Alors, pour les élèves. Oui, et pas seulement à Plumeur. Enfin, il y a la fête de la science qui a lieu tous les ans, là, en octobre, et on y participe depuis le début. Alors, ça a eu lieu certaines années à Plumeur, effectivement. On reçoit aussi des groupes de temps en temps, des personnes, etc. On fait des En UTL, conférences. en université temps libre. Oui, des conférences, même dans le cadre de. J'en ai fait à la SAF aussi. C'est bon. Et donc, on participe. Bon, il y a les stages aussi, tout ça. On participe à la formation de jeunes et l'information du public. Oui, parce que André, on s'est aperçu aussi à la fête de la science à Lannion. Oui, Voilà, vous savez c'est comme présenter ça que le aussi, Conférence ouais, sur les exactement. quasars. Oui. Oui, sur les je pulsars. Pulsar, pardon. Oui. Ouais. Et oui, qui était d'ailleurs passionnante. Où là, vous avez aussi parlé un peu de l'association ORPB, quoi. Oui, alors sur Artemis, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou parce qu'aujourd'hui, c'est quand même Alors- l'actualité, on va dire, alors- importante de l'ERPB? Maintenant, on décompresse un peu, ce que je pourrais Oui. rajouter. Parce qu'il y a eu un gros coup de... Oui, il fallait être prêt le 6 février, et Ouais. on l'était. Et ce Bah, ce c'était qu'on juste, peut hein, ajouter, le 6 février, c'était juste, ouais. hein. C'était juste. Je pense que d'ailleurs, avec le Ça a un recul, peu arrangé. avec le recul, Ce soir. on est beaucoup mieux, enfin, je parle pas français là. On est On est plus plus près. on est plus près, on est plus cool. mettons, Les astres comme on dit s'alignent, quoi, maintenant, finalement. On a affiné des Ouais. choses. Oui, par c'est le ça, fait ouais, que ouais. c'est décalé. On était. Mais quoi dire de plus? Moi, j'espère qu'ils vont y arriver. Je sais. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une refonte totale du projet Artemis officiel. Mhm. Artemis 3 ne se posera pas sur la Lune. D'accord. Ah, j'étais pas au courant de ça. Ouais, ok. si, Ouais. si. C'est Bon, très regardez récent, hein, la c'est- chaîne YouTube de la NASA, les conférences Ouais. du 28, je crois. Je crois que Mhm. c'était le 28. Attends, quelle journée là? 4 mars, oui, 28 février. Ouais, Je crois qu'il y a c'était une- à la fin de la semaine Ouais, dernière, je pense hein. que On regardera, ils ont annoncé que ils allaient étaler un peu, ils allaient allonger un peu D'accord. les processus Oui. parce que ils sont, enfin, je porte pas de jugement en disant ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu sur une lame de rasoir sur pas mal de choses, comme sur le bouclier hein, de la capsule Orion, qui en 2022, il a été sacrément amoché. Donc, le Artemis, c'est pas que la NASA. Hein. L'Europe est dedans. Hein. Oui, il y a C'est les A important aussi. de oui. Mais le les dire. A, Oui, les A. Oui, l'ESA est là. Oui.
Ouais, Et donc, qui est fourni à un module, un genre de module de service. Enfin, oui, oui. Pour la capsule, il y a beaucoup de Ouais. choses. Les panneaux aussi, je crois. Les panneaux Parce qu'il y a solaires. beaucoup de choses qui sont sous-traitées quand même à des Ouais, entreprises, ouais, ouais. que ce soit les, Oui, bah, les toujours, hein. combinaisons, les certaines C'est capsules ça, comme ouais. avec Dragon, avec Tesla, Avec, pas Tesla, Dragon, SpaceX, avec Enfin, SpaceX. oui, euh, SpaceX, ouais, et ça développe. tout plein de Ouais. choses. Ouais. Et donc, aujourd'hui, c'est la SLS quand même qui fait un tiers de plus que la Saturne V en puissance et qui n'a volé qu'une fois. Et qui visiblement, il faut faire du contrôle, il faut faire des réparations. La fusée est rentrée dans le VAB de nouveau la semaine dernière. Donc, ils sont en train de refaire une révision totale de leur projet, de leur mission, de la mission Artemis. Ce serait Artemis 4 pour le poser des hommes sur la Lune. Alors, on annonce toujours 2028, mais ce serait plutôt 2030. peut-être, oui. Ouais. Donc voilà. Bon, alors pour l'avenir de ce qu'on fait ou de ce qu'on va faire, parce qu'on n'a pour l'instant rien fait, moi je trouve assez intéressant quand même qu'il fasse appel à des entités comme ça, parce que ça fait aussi progresser des gens comme nous et d'autres. C'est une motivation aussi pour... Oui, voilà. ouais. Et peut-être que si tout se passe bien au niveau des données, parce que là, ils vont voir, ils vont trier, Ouais, à mon avis. J'allais vous oui. demander, est-ce que la NASA pourrait vous rappeler Bah, moi, j'ai tendance à dire que si on est bon élève, pourquoi pas. Ouais. D'ailleurs, oui, pour abonder dans ce sens-là, dans l'appel d'offres, enfin le RFI, là, il a dit plus ou moins en filigrane que c'était un petit peu exploratoire. C'est-à-dire que l'idée était de recenser les stations dans le monde qui pouvaient être des collaborateurs intéressants pour la suite. Ouais, donc ça leur fait une base de données. Donc en fait, ça et pour la puis suite. d'évaluer un peu la Oui. qualité du travail, quoi, les compétences et la qualité. Ils font Alors, Artemis 1, en 2022, ils avaient déjà fait ça. Il y avait eu assez peu. Il n'y avait eu que 14 stations. Donc là, ils sont à 34. Et sur Artemis 1, vous avez participé aussi? Non. Pas fait le RFI. Ouais. Non, et je ne sais pas pourquoi, on aurait pu le savoir, mais En fait, on ne l'a pas su. On l'a pas Ouais. su. il n'y a pas eu tellement d'informations sur Artemis 1. Non. Moi, j'ai suivi un peu le lancement, j'ai vu la fusée SLS, j'ai suivi le départ, mais on n'a pas su qu'il y avait des propositions. Ça fait moins de bruit que Artemis 2, c'est sûr. Là, Artemis 2, maintenant, il est très dans les actualités. Habitué, Ouais. On le voit déjà avec vous, on parle de déjà. vous dans le Trégor. Oui, dans tous les enfin, journaux. là, ça va faire beaucoup de. Oui, alors il faut d'activation peut-être de réseau. attendre quand même un petit peu maintenant. Nous, on pensait que c'était début février, quoi. Donc Ouais, là, ouais. on est tout ça s'est un peu accumulé rapidement, mais si on a d'autres contacts, il faudrait peut-être attendre encore un mois ou faire quelque chose les jours précédents. Ou je sais Oui, parce pas. que pour préciser, donc le lancement devait avoir lieu début février. Donc il y a des créneaux qui Les sont fenêtres, favorables, des fenêtres qui C'est des cycles correspondent à une lunaires. position optimale qui sont liées au cycle lunaire, qui sont liées à une position optimale de la Lune par rapport à la Terre. Et donc le premier créneau, enfin la première fenêtre était autour du 6 février, je crois, enfin quelques jours après. Le 6 février jusqu'au 10, je crois. 6 ou 10. Après, ça a été décalé donc, au créneau de mars, Oui. qui était à peu près dans les mêmes eaux, un petit peu plus près. Et après, donc, ça a été reporté à avril, donc à début avril. Et donc maintenant, on espère, enfin on pense... Là, il y a le premier, il ne faut pas que ce soit un poisson. Après, le 2 n'y est pas, je ne sais pas, peut-être que, bon, parce qu'il y a beaucoup de lancements. Juste, je fais une... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais les créneaux, c'est le cycle des 28 jours. Donc, on avance un peu là, donc il y a le 1er mars, et puis il doit y avoir le 3, le 4. Avril, pardon, oui. Avril. Et après, comme la zone là-bas est beaucoup utilisée quand même, donc il y a peut-être des tirs. Déjà, le 6 février, il y avait aussi les prévisions des tirs de SpaceX pour la station, l'ISS. Ouais. Mais ils peuvent faire plusieurs tirs dans la même journée là-bas. Oui. Je te laisse rebondir. Alors, sans passionnés locaux, est-ce que ce type d'opportunité existerait encore? Parce que vous avez parlé d'Allemagne, qui sont aussi des passionnés comme vous. Oui. Ouais. Comment ils feront Alors, la question était que sans quoi
Sans passionnés locaux, est-ce que ce type d'opportunité existerait encore? Sans passionnés locaux, mais il y a toujours des passionnés locaux. Opportunité, mettons, elle existe. Mais la NASA, elles sont comme pour des gens, dépendants quand même mais- d'amateurs. C'est oui, voilà. surprenant Alors, quand même. c'est sûr qu'il faut, pour répondre à des domaines comme ça, enfin, il y a plusieurs sortes d'entités qui ont répondu, hein. Il y a des gens qui sont des professionnels, Vous avez vu la liste? des sociétés. T'as pas hein. vu la liste, non? Elle Il y est a sur des le drive. sociétés, Ok. des sociétés commerciales, hein. Il y a par exemple Telespazio en Italie ou des sociétés comme ça. Il y a des universités Mm. et des laboratoires de recherche, on peut dire, hein. Et il y a des amateurs, donc des institutions non professionnelles, quoi. Et donc, alors c'est quand même, ça représente, je crois que les amateurs, ça représente moins de Il n'y a 10. pas beaucoup. Hein. Ah oui, Moins ok. de 10, Ok. vous verrez dans la Ouais. liste, hein, Bah, je mais- regarderai, oui. oui. Et Enfin, on donc, regardera. Moi, je dirais euh, entre 6 et 8, j'ai oublié. ouais, c'est, Ouais. enfin, donc c'est quand Il y a même, quand même des pros. des petits nombres de jours, mais par contre, c'est quand même intéressant parce que ça motive, on voit bien que ça Oui. motive un peu partout des groupes de gens qui ont l'habitude déjà de travailler dans le domaine de la radio. Mm, mm. Oui, Souvent, par exemple, je pense qu'ils travaillent Ça aussi cumule beaucoup de. sur le ME, par exemple, Oui, la oui. communication paracolunaire, des choses comme ça, et donc qui ont les compétences et les équipements qui peuvent être intéressants pour ça, quoi. Parce que la motivation, elle n'est pas financière du coup, Non. puisque Non, c'est elle du est- bénévolat. Là, en fait. c'est totalement gratuit. Enfin, Ouais. ça ne donnera pas $1, hein. Voilà. Pas un cent. L'Argentine, en Argentine, c'est des amateurs. Il y a même un groupe en Afrique, mais qui est lié à l'université, je crois, en Afrique. Et en Argentine, des amateurs, aux Pays-Bas aussi. Enfin, mettons que c'est assez divers ce qu'il y a, mais ça a motivé effectivement des groupes un peu partout Mm, mm, mm. pour candidater et pour essayer de faire ce travail, quoi. Avant de passer à la conclusion, Alors, on se demandait, alors pour ramener aussi à l'ENSAT un petit peu, et en général aux étudiants, est-ce que c'est possible pour un étudiant, par exemple de l'ENSAT, de participer à ces projets que vous entreprenez à l'ERPB? Ah ben, on ne demande que ça. voilà, Alors, c'était l'invitation. faisons- Voilà. il faut C'est dire, évident. faut dire une chose. Bon, on a déjà travaillé donc, dans le passé avec des groupes d'étudiants de l'ENSAT, hein, mais c'était. Alors, il faut préciser que nous avons déjà très peu de moyens financiers. Donc, on ne peut pas rémunérer des stages C'est difficile de payer les stages. facilement, d'une part, et d'autre part, nous n'avons pas la disponibilité d'enseignants professionnels, de professionnels qui peuvent encadrer les étudiants dans la durée et en permanence et quasi-permanence. Donc, ce sont deux obstacles quand même importants. Par contre, ce qui a bien marché avec les groupes qui nous avaient été proposés par Pascal Scalard, par exemple, c'est que c'était des groupes qui travaillaient sur des projets d'ingénieurs, donc ils étaient 3 ou 4 ou 5, sur un sujet donc, que nous avions proposé, et que donc ils traitaient en grande partie dans le cadre de leur projet qui se faisait à l'ENSAT. Donc là, ils étaient encadrés correctement, ils n'étaient pas rémunérés par nous, c'était l'ENSAT qui les rémunérait sur des contrats enfin, qu'ils avaient. Oui, avec M. sur des Scalard sujets. Voilà. en encadrant. Et voilà, et puis d'autres personnes, d'ailleurs, d'autres- enfin, oui, bien principalement sûr, Pascal Scalard. Et donc, les étudiants venaient nous voir assez régulièrement. On avait des visites, on venait visiter ici leur groupe, on discutait avec eux sur ce qu'ils faisaient et tout. Donc, on apportait un sujet, on apportait un cadre d'expérimentation et de réalisation, quoi. Donc ça, c'est un mode de travail qui peut fonctionner et qui est efficace et qui est gérable pour nous, quoi. Alors, quel profil, du coup, vous cherchez dans ce cas-là? Alors, ça dépend. Alors, ça dépend du type de tâche, bien sûr, qu'on peut avoir, du type de projet. Bon, ça peut aller depuis des développements informatiques, soit pour faire fonctionner des systèmes, soit pour faire du traitement de signal, jusqu'à de l'électronique, par exemple. Donc, pour l'ENSAT, ça serait la filière SMU, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais... Oui, ou alors de l'électronique, enfin un mix électronique informatique réparti. Le système informatique, par exemple, que nous avons pour piloter l'antenne et pour gérer les communications, gérer l'acquisition des signaux et tout, est un système à base de microcalculateurs répartis et sur un réseau. Et donc, c'est un genre d'architecture intéressante qui peut évoluer, d'ailleurs, qu'on peut faire évoluer. Ah oui, pas de souci, bien sûr. Oui. Et ça peut être donc un sujet, enfin ce type de sujet peut intéresser certaines filières de l'ENSAT.
Et alors, dans les aspects purement technologiques, on a effectivement des réalisations dans le domaine notamment des radiofréquences, Oui. des micro-ondes. Oui. C'est un domaine qui est peut-être pas tellement exploré à l'ENSAT, mais bon, il y a par exemple de la métrologie, quelquefois des problèmes de métrologie qui sont intéressants à traiter aussi. Donc, si vous voulez, on peut imaginer très bien qu'un groupe d'étudiants travaille. Je prends l'exemple là, de la mesure de distance Terre-Lune avec des méthodes. Alors, la méthode que nous allons utiliser, en fait, est basée sur l'utilisation de signaux répartis de façon un peu optimale dans le plan temps fréquence, qui sont des chirps, ce qu'on appelle des signaux balayés en fréquence. Et donc, ces chirps ont des propriétés très intéressantes de corrélation, par exemple, et qui permettent de les extraire du bruit facilement, et puis également de pouvoir mesurer, donc du coup, très facilement la position du signal qui revient, quoi. Et donc, et de le détecter comme en radar, d'ailleurs, c'est exactement les mêmes techniques. Et il y a d'autres techniques qui sont basées sur d'autres types de signaux, des signaux structurés à base de codes binaires, qui sont en soi des sujets d'études très intéressants du point de vue traitement de signal. Et avec Plus un côté, d'actualité aussi, parce que le numérique aujourd'hui c'est oui, quelque chose qu'on. mais les séquences, enfin les signaux de type chirp peuvent être générés de manière D'accord. numérique, hein. Ok. Si vous voulez, donc ça peut entrer aussi dans la Oui, catégorie de oui, signaux oui, entre oui, guillemets oui. numériques, mais alors tout ça, ce sont des signaux échantillonnés, ça. Oui. Mais les signaux codés structurés, enfin les séquences binaires Oui. structurées, sont très intéressantes parce qu'elles ont des propriétés également de corrélation optimale, etc. Et elles ont un lien avec des théories mathématiques très intéressantes sur les groupes finis, etc. Donc, ça peut être des sujets qui peuvent intéresser des groupes d'étudiants qui veulent faire un travail un peu théorique, à la fois mathématique, si vous voulez, et également de programmation pour pouvoir générer avec des équipements, par exemple, que nous avons, des signaux qui seront exploités, par exemple, pour faire des mesures de ce type-là. Sachant qu'à terme, bon, si la mesure de la distance Terre-Lune marche très bien, avec ces méthodes-là, on peut envisager de faire des mesures, par exemple, avec des planètes. C'est-à-dire de mesurer la distance Terre-Vénus ou Terre-Mars. Alors, c'est beaucoup plus compliqué parce que le signal qui va revenir est beaucoup plus faible, mais à ce moment-là, en allongeant la durée du signal et en le répétant, on peut avoir une mesure qui sera peut-être certainement moins précise que celle de la distance traitement à faire mais après. qui sera intéressante quand même, au moins à titre pédagogique, d'arriver à réaliser ce qui est quand même pas évident du tout à faire, hein, qui a été fait avec des radars extrêmement puissants de plusieurs centaines de kilowatts par les Américains et par les Russes. Donc voilà, voilà, ORPB sur Google, vous cherchez et vous avez directement le site, Instagram, YouTube. Et donc, quels sont si on va un peu plus loin, quels sont les projets à conclure. 5 ans, par exemple, voilà, pour embrayer sur la conclusion de l'ORPB? Alors, déjà, continuer à faire vivre et entretenir l'antenne, et puis à diversifier ses applications, hein, et faire évoluer ses équipements. Donc ça, c'est en soi déjà un gros travail. Et on aimerait qu'on soit peut-être plus encadré, enfin plus porté plus soutenu peut-être, par scientifique, oui. par les instances locales déjà, bon, qui font déjà un effort, mais qui n'est pas très on important. peut rester en association, mais Et participer à des projets comme justement celui avec alors, Artemis 2, ça pour peut les projets, peut-être voilà, alors dans être la un suite, tremplin. voilà, par exemple, continuer à collaborer avec la NASA, éventuellement avec l'ESA, etc., via le CNES, par exemple, pour des projets comparables, donc de capter des signaux venant de sondes ou de satellites, etc. Oui, parce qu'on a travaillé avec le CNES Voilà, aussi. pour pouvoir faire des mesures intéressantes dessus, qui vont peut-être au-delà d'ailleurs de le simple Doppler sur une fréquence. Ça peut être des démodulations, etc. Bon. Enfin, donc il y a du travail à faire aussi là-dessus, qui peut être mais ça, bon, c'est prospectif, mais ça peut très bien arriver. Continuer aussi des choses que nous faisons dans le cadre de la communication paricolinaire, par exemple, faire évoluer des équipements qui nous permettent d'avoir de meilleures qualités de communication, et tester aussi peut-être aller vers des fréquences un peu plus élevées. On a fait déjà des tests à 10 GHz. On peut essayer de refaire des expériences aussi. Enfin, bon. J'insiste sur le fait aussi qu'on ne fera pas de découvertes et qu'on ne mettra pas des choses extraordinaires en valeur, mais c'est plus pour valoriser des choses et vulgariser auprès pérenniser aussi et ces savoirs faire aussi. Oui, les technologies de communication dans l'espace aujourd'hui sont
telle évolution Ouais. auprès des professionnels, c'est fantastique ce qui est fait. Mais je pense qu'avec un outil, puisqu'on n'a pas parlé beaucoup de cet outil euh, qu'on a gardé, qui n'a pas été démantelé, il faut l'utiliser pour Oui. montrer justement qu'on peut faire des choses relativement compliquées, mais simples à la fois. C'est vrai que pour On peut les faire avec des moyens limités. Ouais. Des moyens limités. Alors, il y a un sujet sur lequel, évidemment, on voudrait bien développer l'activité, c'est la radioastronomie, qui était le projet des départs. On a une antenne assez grande qui est l'équivalent de radiotélescope qui était fait dans les années 60. Hein. Donc, on peut quand même faire des choses intéressantes. Bon, on va adapter l'antenne, enfin, on va lui faire une chaîne, un capteur, une chaîne de réception pour recevoir la bande hydrogène à 1420 MHz. Donc ça, Lucien a d'ailleurs réalisé a commencé à réaliser le capteur et la chaîne électronique pour faire de la réception du 1420 MHz. Donc ça, c'est très intéressant pour l'étude de la galaxie, par exemple, qui a un intérêt pédagogique très fort. Recevoir des signaux provenant d'autres types d'objets, comme par exemple justement les pulsars, faire des études systématiques sur les impulsions des pulsars. D'autres objets aussi du ciel que l'on peut observer dans le domaine radio, par exemple des rémanents de supernova, enfin, bon, qui ne sont pas Même seulement des sujets que la pulsars. personne souhaite étudier, qu'elle a en tête, et Alors, venir vous voir et ce- dire tiens, c'est. alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, enfin, depuis un certain nombre d'années, il y a ce qu'on appelle le développement des collaborations professionnelles amateurs et qui se développe pas mal en astronomie. Ok. Et alors, ça se développe par exemple dans le domaine des étoiles doubles, dans la détection des météores, etc. Enfin, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels les amateurs peuvent apporter beaucoup parce qu'ils sont Ouais. nombreux. Ouais, ouais. Et ils ont des stations qui ne sont pas forcément très performantes, mais Ils sont toutes beaucoup, les informations c'est la masse venant qui fait, de différents points de mesure apportent ouais, quand même bien beaucoup de sûr. richesses pour, Les uns et les autres s'apportent voilà, et pour valider des modèles, etc. Bon. Et donc, nous, on peut aussi, d'une certaine façon, participer à ça. Par exemple, faire du monitoring de signaux de pulsars, ça peut très bien s'imaginer en étudiant l'évolution de la période, etc., ou de la forme des impulsions, et fournir ces données à des observatoires qui, eux, n'ont pas envie de consacrer des gros instruments à des observations de routine de ce type. Parce que notre antenne ne coûte pas cher. Il y a des entités. Elle est là, donc maintenant. et Oui, voilà. nous, on n'est pas Mais- des salariés. Et hein, Non, on- ouais. on peut l'utiliser pour des choses dans le temps, quoi. Beaucoup, je suppose que l'ESA ou le CNES, ils ont des antennes, mais ben, c'est calé, tout est calé pour faire des choses. Il y a des tout est programmes minuté, d'utilisation. Enfin, voilà. les radiotélescopes, par exemple, sont programmés des mois, voire des années à l'avance. Voilà. Hein, ce sont des instruments qui coûtent extrêmement cher, déjà par leur coût initial et d'entretien et le personnel qui va avec. Et donc, les astronomes réservent des créneaux, comme pour les télescopes, c'est pareil, hein, ou des équipes d'astronomes réservent des créneaux pour pouvoir utiliser ces instruments. Et ça se fait, Nous, on très n'a qu'un longtemps seul à l'avance. créneau pour l'instant, c'est 10 jours bientôt. Ouais, alors voilà, donc, mais l'antenne est utilisable à distance, donc on peut très bien imaginer Ah oui, oui, par on la marche à suite. distance. Comme le fait, par exemple, il y a une autre association qui est dans la région parisienne, enfin qui était à la Villette, qui s'appelle Dimension Parabole, D'accord. et qui est un petit peu comparable à nous, mais qui fonctionne quand même pas tout à fait de la même façon. Enfin bon, et ils font un très bon travail aussi, vous pourrez voir sur Internet. Hein. Et ils ont une antenne qui est à peu près de la même taille, mais qui est plus limitée en fréquence. Enfin, ils ne peuvent pas monter aussi haut que nous. Mais ils font des tas de choses très intéressantes d'un point de vue pédagogique, quoi. Donc, en relation avec la Cité des sciences de la Villette. Donc, il y a il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça. Au point de vue instrumental, on a un projet aussi dans les labs, je ne sais pas si on le concrétisera un jour, de monter un interféromètre D'accord. radio, donc qui serait basé sur des antennes là, qui sont sous des dites coupoles là, actuellement, et qui Ah oui, oui, servirait c'est à vrai, faire de l'imagerie du soleil, par Oui. exemple, ou de radiosources étendues. Donc ça, c'est un gros travail auquel d'ailleurs pourraient contribuer des étudiants. Hein. Oui. C'est un très beau sujet de Ah oui, projet pour l'interférométrie, des oui. étudiants, et d'un point de vue à la fois radio et informatique, etc., et scientifique. Et là, alors ça n'a pas d'instrument de pointe, évidemment, Oui. mais avoir un interféromètre qui permet de faire, entre guillemets, de l'imagerie radio du Soleil ou d'objets célestes, c'est très intéressant. Bien sûr. Ah bah oui, oui, carrément. Ouais. Est-ce que vous auriez un message à faire passer, André et Lucien, avant qu'on se quitte?
Court. Le message que je pourrais faire passer en plus, c'est que je voudrais bien que, en plus de la réussite qu'on a obtenue déjà dans ce qu'on est en train d'entreprendre là, et qu'on a entrepris, c'est que on ait un fonctionnement différent dans l'avenir. Parce que 2007, c'est loin. On a démarré en 2007. 20 ans, quasiment. Et ben, c'est... je crois que si 2027 pouvait être différent que les 20 ans qui viennent de se passer, dans le fonctionnement, quoi. Je trouve qu'une association, ça peut fonctionner correctement. Il pourrait y avoir des gens qui viennent ou qui reviennent, parce qu'il y a eu des gens qui sont plus restés, parce que c'est compliqué. On a porté beaucoup de choses. On a été, je pense que André, comme moi et quelques-uns encore, ont été patients et comment on pourrait dire, on n'a jamais baissé les bras en sachant que ce qu'on voulait faire, on n'arrivait jamais à le faire parce qu'il y avait toujours des choses à résoudre à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Il fallait toujours, c'est comme si vous avez une voiture, vous voulez aller à Rennes, et puis quand vous voulez la prendre, il y a toujours un pneu à plat, ou alors il y a une bougie qui ne va pas, ou vous ne pouvez pas faire la route. C'était un peu ça, on n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait parce qu'il y avait toujours quelque chose. Donc ça, on a appris. Et puis, il faudrait qu'on fonctionne un peu maintenant qu'on fasse des choses réellement. Et ça, c'est un premier pas. C'est un bon début. On fait des choses réellement, mais c'est vrai qu'on a toujours des choses à monter. Et le gros problème, des gros problèmes qu'on a, c'est la difficulté d'avoir du manpower, quoi. Et alors, de l'argent, d'une certaine façon, parce que c'est vrai que si on fait des projets relativement importants, on doit acheter des équipements, on doit faire réaliser des éléments là, et puis même la réalisation des équipements spécifiques peut coûter de l'argent. Et aussi, mais un des gros problèmes, c'est vraiment que il faut trouver des gens qui soient capables de s'investir, d'abord que le sujet intéresse, et qui soient capables de s'investir. Curieux, passionnés. Et voilà, et ça couvre tout le monde. C'est-à-dire que parmi nous, il y a beaucoup de retraités qui sont des anciens du domaine et donc qui ont un feeling fort, une expérience technique, une expérience et tout, donc qui s'investissent dans le projet. Mais par contre, ce qui nous manque, c'est justement du sang neuf et des jeunes des gens qui travaillent à Lyon, qui soient vraiment qui aient vraiment envie de s'investir et de faire des choses, quoi. Et pour quiconque a envie de vous rencontrer peut-être ou d'échanger avec vous, on est tout à fait ouvert. C'est vraiment, on n'est pas du tout, on cache rien. Voilà. Et on cherche au contraire à avoir le maximum de contacts et de possibilités pour intéresser des gens et leur proposer des choses intéressantes à faire, quoi. Jusqu'à présent, vous aviez une façade médiatique, on va dire, où disons que c'était compliqué de vous trouver en fait. Oui. Et l'objectif, j'imagine pour vous, on en a discuté un petit peu ensemble à 4, c'est de vous ouvrir au monde et du coup à de potentiels passionnés. Et même en local, localement par exemple. Même en local, on n'est pas si connu que ça en local. Et c'est ça qui va faire vivre l'antenne, l'association, les projets. Ça fait 20 ans qu'on est là. Moi, j'ai même des gens parmi mes amis. Ah bon, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est? ORPB, c'est quoi ça? Bon, après, je passe pas ma vie non plus à dire. C'est plus qu'un hobby, si vous voulez. Moi, je fais de la radio à la maison aussi. Puis, même quand je fais des choses quelquefois pour ORPB, j'apprends des choses chez moi. Quand j'ai fait le filtrage, par exemple, dans la bande du 3538, bon, j'ai fait des mesures chez moi pour voir un peu comment étaient les flux de la nouvelle bande, tout ça. Et puis, donc, je fonctionne moi aussi chez moi pour faire des choses qui sont pour l'association. Mais parce que ça me plaît. Ça vous anime. Oui. Et puis, on apprend tout le temps. On apprend toujours. Mais je ne fais pas que ça. Non. Par exemple, la méthode... je suis un petit peu plus orienté vers le côté théorique, mettons... et donc, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, pour la méthode dont je parlais, là, pour la mesure de l'essence Terre-Lune, je connaissais très vaguement cette méthode. Maintenant, je la connais bien. J'ai pu simuler le comportement de
de ces signaux, etc. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses comme ça. Et j'en fais profiter les élèves, quoi. Je leur ai fait des mémos et que j'essaye de Bah, d'être le ça plus se voit que vous essayez pédagogique de transmettre. Dès que possible. vous avez l'occasion, vous le faites. C'est ça qui Ouais, est impressionnant. donc Ouais. on apprend, Ouais. toujours, quoi. Donc c'est très intéressant parce Ouais. que c'est très motivant aussi, quoi. Mais j'espère que, en tout cas, le message est passé. Voilà, Et, c'est très important de s'impliquer dans ce genre d'association. Et si vous voulez contacter l'association, donc il y a une chaîne YouTube, ORPB-PB8, Et sur sur laquelle il y a Instagram. quelques contenus déjà. Et il y a également le compte Instagram Très actif en ce ORPB_PB8 moment. qui a Voilà. reçu beaucoup de contenu récemment, hein, c'est ça. Donc ça reste très intéressant. Et Et puis par mail aussi. voilà, hein. par mail, il y Sur a le un site de internet qui est RPB. voué à être Donc, c'est mis à deux- jour, Ouais. refondu. je pense Mais qu'on peut voilà. citer les noms des deux jeunes filles qui s'occupent de ça. C'est Sûr. Lise et Lise et Alice. Alice et Lisa. D'accord, très bien. Bah, merci André, Merci beaucoup. merci Lucien. Merci Bah, Valentin, merci pour, Arthur. merci de C'était très intéressant. Et opportunité. puis pour terminer, je cite quelques sources quand même qui nous ont été utiles pour les crédits photos, que ce soit pour l'association ORPB, Wikipédia, Claude Rizzo-Vigneault pour Istel France, qui est actuellement archiviste au sein du groupe Orange France. On a aussi le Ouest France, le Telegram et Guyane Lepivdic pour les photos personnelles sur le site du CTS. Voilà, merci à tous et puis surtout une très belle soirée. Et puis à bientôt sur InSat TV. Merci. Merci. Bonne soirée. When I say